bienvenue à cette table ronde qui consiste à dénoncer le racisme anti-asiatique en France, tel qu'il se présente. On va faire la conférence en trois parties. Donc, premièrement, il va y avoir un constat, donc comment se manifeste le racisme anti-asiatique en France. Surtout, on va se focaliser sur ce qui s'est passé dernièrement avec le Covid. Beaucoup d'agressions, comme tu l'as dit, Barkan, et beaucoup d'appels à la haine. On va un peu s'intéresser aux épisodes précédents, comment est-ce qu'on a commencé à parler du racisme anti-asiatique, mais on ne va pas non plus s'étendre dessus. Dans une deuxième partie, entre 11h et 11h30, donc, on va évoquer quelles sont les procédures et les outils pratiques pour accompagner les victimes et pour dénoncer une injustice. Donc là, on entre vraiment dans l'aspect pratique. Donc, comment dénoncer? Dénoncer, ça passe, par exemple, par porter plainte auprès de la police et des autorités. Et là, ce sont les associations qui sont là aujourd'hui avec nous, qui vont nous en parler. Et puis, dans un troisième temps, on va réfléchir à ce que l'on peut dire dans les médias pour dénoncer ce racisme anti-asiatique, comment faire de sorte à ce que l'on en parle plus. Et aussi, très important, comment est-ce qu'on en parle? Voilà, quels arguments est-ce qu'on met en avant pour en parler? Et dernière chose, comment lutter contre le racisme? Ça passe aussi par l'éducation et on parlera de comment discuter de racisme avec, par exemple, sa famille et ses enfants. Voilà, j'espère que cela vous va. Donc, vous pouvez vous sentir libre de me faire des remarques par le chat. Les intervenants pourront parler quand ils veulent et quant aux personnes qui assistent, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, comme je suis très forte en technologie, le partage est en pause. Arrêtez de partager. Voilà, vous me revoyez. Donc, ce que l'on pourrait faire, c'est faire un petit tour des invités qui se présentent. Voilà. Donc, on va commencer par Martial, par exemple, Martial Beauville. Donc, Martial est photographe, membre du MCFV, donc Mouvement des citoyens français d'origine vietnamienne, et membre aussi d'Asiagora, donc une association qui lutte contre le racisme anti-asiatique. Donc, Martial, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, s'il te plaît? Bonjour, donc je suis aussi membre de l'association CAFI, qui est une association d'Eurasiens, c'est-à-dire nous on était la première vague de Vietnamiens venus dans les années 50 après la décolonisation française. Voilà. Sinon, Asiagora, en deux mots, on a fondé ça avec des jeunes asiatiques. Enfin, moi je suis pas jeune, hein, je suis le plus vieux de l'assemblée. Et on pensait qu'il y avait un manque parce qu'il y avait une association chinoise déjà, la CGF. Et nous, on est une association transasiatique, c'est-à-dire qu'il y a des Cambodgiens et même des Français de souche, si on peut dire. Donc, notre but était de lutter contre le racisme anti-asiatique parce que nous pensions qu'il y avait un manque sur ce créneau, quoi. Voilà, en deux mots. Très bien. Merci pour ta présentation. Alors, tu parlais sans doute de l'AJCF, l'Association des jeunes chinois de France. Voilà, c'est ça. Justement, ça nous fait une bonne transition. Je vais demander à Thomas Kai, qui travaille qui travaille au service communication de la JCF, de se présenter également. Alors Laetitia, qui est la présidente de l'association, va nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais Thomas, toi, tu seras là pendant toute la séance. Donc, vas-y, je t'en prie. Tout à fait. Merci Linlan et puis bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Kay. Je suis au pôle communication de l'AJCF. Et déjà, merci pour l'invitation et ravi d'être parmi vous. Comme tu l'as dit, Laetitia va nous rejoindre un peu plus tard. Et donc, très très rapidement, donc l'AJCF existe depuis 2009, l'Association des jeunes chinois de France. Et puis, en fait, on a été engagé dans cette lutte contre le racisme anti-asiatique, malgré nous, mais par tous ces événements qu'on a pu rencontrer en France et moi personnellement du coup depuis 2016 avec la mort de Zhang Chaoling et les manifestations sécurité pour tous, et donc cette année encore une fois depuis le début de la pandémie qui arrivait en France, on avait déjà eu une vague de racisme anti-asiatique et sur nos réseaux sociaux on avait déjà lancé une campagne Je ne suis pas un virus. Et donc cette fois-ci, en fait,
on a encore lancé donc, cette alerte générale, parce qu'on avait découvert en fait, sur nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter, des appels à la haine, à la violence, explicitement qui demandaient à agresser des Chinois, à agresser les Asiatiques dans le 13e arrondissement. Et donc, c'est pourquoi on a réagi très, très rapidement. Et ce qui nous réconforte, c'est qu'on a eu plus rapidement le soutien de la part des médias français et puis une grande visibilité. Donc, ce qui renforce aussi donc, notre position dans cette lutte contre ce racisme. Très Donc bien. voilà, et puis j'espère que je pourrai vous en parler un peu plus tout à l'heure. Bien Merci. sûr. Merci beaucoup Thomas. Et bien justement, je vais passer la parole à Jacques Hua, donc entrepreneur et membre du collectif Sécurité pour tous. D'ailleurs, vous travaillez pas mal ensemble. Donc Jacques, est-ce que tu peux dire quelques mots pour te présenter? Bonjour à tous. Tu m'entends, Linan, c'est bon? Le son? Je t'entends. Je crois que tout le monde Merci. t'entend. Bravo pour cette organisation de cette table ronde avec autant de monde. Ça fait plaisir à voir. Comme tu l'as dit, je suis entrepreneur à la base. Je fais partie d'associations locales plutôt liées au 13e, culturelles et entrepreneuriales. Le constat qui a été fait depuis 20 ans, c'est qu'il y a du ciblage ethnique lié à n'importe quelle origine, dont asiatique. Et dans l'asiatique, il n'y a pas que chinois. Depuis 10 ans, ça s'est un peu aggravé puisque ça s'est passé vraiment dans des actes de plus en plus violents. Et depuis 5 ans, suite à la mort effectivement d'une personne à Aubervilliers dans le 93, il y a eu un réveil, un déclic qui fait que mince, tout cela fait que il aurait fallu travailler un peu plus tôt pour éviter ce genre de drame. Il y en aura encore, et c'est pour ça que depuis 5 ans, depuis 2016, 64 associations se sont réunies au sein d'une collectivité, un collectif Sécurité pour tous. C'est un terme qui est né déjà depuis bien longtemps, mais qui a été amplifié lors de cette manifestation qui a été organisée en 2016, qui a réuni des dizaines de milliers de personnes et qui a fait un réveil au sein d'une communauté qui, jusqu'à maintenant, glissait plutôt au niveau des messages, lissait au niveau des communications pour que ça puisse passer. Bon, on sait que ça ne passe pas et que pour continuer à protéger la population et lutter contre la discrimination, on a constaté que toutes les associations asiatiques de France n'avaient pas dans leur statut la branche protection de la population des origines asiatiques et lutte contre la discrimination. Pourquoi? Puisque nos aînés ont créé des associations pour se réunir, pour des cours de danse, pour de la promotion de la culture, pour faire du business ensemble, mais jamais pour lutter contre justement ces discriminations et la protection de la population. Constat assez lourd puisque juridiquement on ne pouvait pas se défendre. Du coup, chaque membre, des membres sensibles à cette protection des populations et la lutte contre la discrimination de plusieurs associations d'Île-de-France d'abord étaient sensibles à ce sujet et se sont réunis pour communiquer un peu mieux. Alors, communiquer déjà en interne auprès des Asiatiques, pour rendre compte auprès des Asiatiques qu'il y a un ciblage ethnique et que ça ne peut pas continuer comme ça. Auprès des populations non asiatiques, nos amis, nos confrères, nos collègues de travail, auprès de la population aussi, les associations, les institutions, les pouvoirs publics qui, il y a encore 5 ans, ne parlaient pas de ce sujet-là et au contraire le rejetaient ou le reniaient. Et aussi maintenant, on sensibilise les pouvoirs publics, les commissariats, les préfets, les ministères, pour que ce problème qui est local, lié à une population asiatique, devienne national. Et ce qui est le cas depuis récemment, la dernière publication dans Libération d'une tribune avec une centaine de députés. Donc ça devient un problème de la nation et international, puisqu'il n'y a pas que nous, Asiatiques en France, Asiatiques de France, il y a ce problème. Merci Jacques. Je vais passer la parole. Je n'ai pas encore fini les présentations. Merci, oui. C'est très intéressant et on en parlera plus en longueur. Mais j'aimerais que Kwang se présente. Kwang, si tu peux dire quelques mots sur toi. Donc, co-animateur des Cahiers du NEM, la revue des cultures et des diasporas asiatiques. Oui, bonjour, merci Lignan. Je m'appelle Kwang Pham. En fait, je suis responsable et co-animateur de la revue des Cahiers du NEM. Ce n'est pas une revue culinaire, hein. C'est une revue culturelle. Donc, à propos de l'Asie, donc l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est en particulier, et aussi de la vie culturelle des diasporas.
Comment dire, on a des rédacteurs plutôt vietnamophones, mais aussi des rédacteurs sinophones et qui parlent aussi le japonais. Alors, personnellement, pour la question du racisme, je pense que la connaissance à la fois des diasporas et des pays d'origine, c'est une bonne arme pour lutter contre l'ignorance qui est un peu la racine aussi du racisme. Bien sûr. Très bien. Et dernièrement, donc, je vais présenter Thérèse Sayarat. Donc, Thérèse, peux-tu dire quelques mots sur toi? Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Moi, en 2 mots, aujourd'hui, je suis musicienne, styliste et militante. Voilà, après avoir eu plein de vies avant. Et je suis là avec vous aujourd'hui pour parler de tout ce sujet-là et notamment essayer de prendre du recul par rapport à nos communautés asiatiques, mais de voir que ça touche tout le monde et de voir comment est-ce qu'on pourrait voilà, améliorer la situation plus globalement. Merci beaucoup, Thérèse. Donc, voilà, la présentation des invités est terminée. Bon, vous en avez un peu tous parlé, hein, l'actualité qui est très, très préoccupante, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu une première vague d'agressions, d'insultes lorsque l'épidémie s'est déclenchée en France. Donc, et c'est là que les médias en ont parlé. Et avec le reconfinement, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a eu des appels d'incitation à la haine raciale sur Twitter notamment, au point qui a été relayé par la JCF, entre autres, et d'autres associations qui luttent contre le racisme anti-asiatique, au point que ça a été pris au sérieux par la justice. Une enquête a été ouverte, et notamment celui qui a appelé à la haine contre les Asiatiques. Donc, je rappelle qu'il appelait à tabasser des Asiatiques. Il a été retrouvé. Donc, on voit que c'est assez préoccupant. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'avais vu auparavant, ou du moins que j'en avais pas entendu parler avant Shang Shaolin. Donc, je ne sais pas s'il y avait s'il y avait de tels phénomènes, mais en tout cas, on voit avec le Covid qu'il y a une certaine parole raciste envers les Asiatiques qui s'est libérée et qui va même au-delà des mots, qui va jusqu'à des agressions. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait dire un mot à ce sujet? Bonjour à tous. Et est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, je me présente. Je m'appelle Sun Lam. Je suis étudiant à la Sorbonne et j'ai 22 ans. Et je suis aussi très investi dans les associations antiracistes, que ce soit SOS Racisme, le MRAP ou la LICRA. Et j'ai aussi des relations ici. Notamment, je voudrais saluer mon avocat, Maître Soklam, ainsi que les militants qui m'accompagnent, puisque le travail associatif est aussi remarquable. J'aimerais aussi, si possible, parler aussi des liens entre l'antiracisme et la vie politique, car dans la liste des invités, j'ai aussi été candidat au municipal en 2020. D'accord. Alors, très bien. Merci pour ta présentation. Et il faut rappeler que Son a été victime de harcèlement à caractère raciste sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Il a attaqué une des personnes qui avait organisé cette campagne de harcèlement et il a gagné son procès en appel. Donc, Son va témoigner plus tard. Voilà. Et donc, pour rappel, hein, nous, alors le mouvement, le MCFV, c'est un mouvement apolitique. Donc, nous, on invite toutes les associations, mais on donne la parole à tout le monde, mais nous, on reste bien apolitique. Donc, pour continuer, voilà, est-ce que quelqu'un voudrait témoigner sur cet épisode de Covid? Est-ce que quelqu'un parmi les invités a quelque chose à raconter de son témoignage personnel? Moi, en 2 minutes, en deux mots, s'il vous plaît. Au début de l'épidémie, il y a eu des attaques verbales, surtout en France, hein, je parle en France, et surtout dans les transports, comme vous avez dû le savoir, des évitements. On évitait de s'asseoir à côté de nous, on évitait de prendre l'ascenseur avec nous, ce qui est arrivé à ma sœur. Et surtout beaucoup d'injures, d'insultes sur Internet. Alors un jour, début février, SOS Racisme a fait une manifestation et nous, Asiagora, avons été associés à ça. Donc on s'est pointé devant la gare du Nord avec toutes les pancartes des injures qui avaient lieu sur Internet, quoi. Donc ça a été médiatisé par Le Parisien et par la suite, d'autres médias nous ont contactés pour ça, quoi. Mais bon, c'était un début. Puis il y avait aussi
si j'ai bonne mémoire, un restaurant japonais qui a été tagué à Tout Boulogne à fait. aussi, coronavirus, Ils avaient barrez-vous, écrit, ils etc., avaient tagué etc. coronavirus dessus, exactement. Voilà, voilà. Donc, est-ce que tu as eu beaucoup de retours de personnes de ton association qui ont été victimes d'agressions et d'injures ou d'évitements, comme tu le dis? De l'association, non, mais des gens qui ont témoigné ce que j'ai dit, quoi, des évitements dans les transports, des injures verbales, hein, parce qu'en France, heureusement, c'est pas passé au niveau physique comme aux États-Unis, parce que comme vous le savez, avec ce qu'a dit cet idiot d'ancien président Trump qui parlait de virus chinois, alors comme les imbéciles ne font pas de distinction entre Chinois et tout ce qu'il y a d'autres populations asiatiques là-bas, malheureusement, il y a eu beaucoup d'agressions physiques, entre 2000 et 4000, je crois savoir. Voilà. Et alors, ici aussi en France, pardon, il y a eu des agressions physiques, hein. J'ai recueilli par exemple le témoignage d'une femme de 75 ans qui a été tabassée pendant le confinement donc, à Aix-en-Provence. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Et dernièrement, il y a un jeune homme dans le 19e qui a été agressé du fait de ses origines. Donc, il a vraiment été ciblé. Donc, c'est une réalité malheureusement qui est en train qui est en train de prendre forme en France. Ouais. Je parlais Mais du début du confinement, moi. Après, oui, bien sûr. ouais. Là, dernièrement, il y a eu des agressions physiques. On en a Oui, vu. oui, ça, je le Ça sais avait maintenant. eu lieu aux États-Unis, j'en ai vu, au Canada, en Australie aussi. Et c'est vrai qu'en France, c'est moins rapporté par les médias, mais effectivement. Et donc, Thérèse, donc, tu souhaiterais témoigner sur des messages que tu as reçus? Alors, ouais, en fait, moi, sur mes réseaux sociaux, de par mon métier, je suis suivie par plein de gens différents, etc. Et mon compte Instagram commence à grossir un petit peu. Et du coup, vendredi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le collectif antiraciste asiatique, enfin collectif asiatique antiraciste, a écrit un communiqué que j'ai relayé parce que j'étais d'accord avec sur mes réseaux. Et en fait, suite à ce message-là, j'ai pas eu de violence physique pour le coup. Je suis pas tellement sortie de chez moi depuis le confinement, mais j'ai reçu des menaces terroristes. Bon, sur le coup, j'ai flippé, je vous passe les détails, mais en gros, surtout, faites attention à bien signaler ce genre de commentaires, ce genre de compte sur Pharos. Ouais, Voilà, le message tu as raison. était clairement pas sympa. Comment dire, aujourd'hui, il y a un amalgame aussi qui est en train de glisser, qui est fait, auquel il faut faire attention et je pense auquel il faut se préparer à répondre. Je pense que lors de vos débats, vous avez peut-être eu de temps en temps des petites remarques du type Ok, d'accord, il y a du racisme envers vous, mais regardez ce que vous faites aux Ouïghours. Ouais, ça, je l'ai beaucoup vu aussi. Ouais. C'est une sorte de justification de la haine. C'est bon, vous avez fait ça, moi, je Exactement. fais ça, je me venge. Exactement, exactement. Et du coup, de bien faire attention à nous préparer notre discours par rapport à ça et de justement ne pas nous multi-amalgamer au gouvernement chinois. Les Français d'ici sont pas du tout, comment dire, il y en a qui sont vietnamiens, il y en a qui sont cambodgiens, il y en a qui peuvent probablement être chinois, mais c'est pas parce que on est chinois qu'on est d'accord avec ce que le gouvernement chinois de Chine fait. Et on n'a rien à voir avec ça. Et en fait, voilà, il commence à y avoir des raccourcis qui sont très rapides et qui peuvent être super dangereux. Et du coup, aujourd'hui, les terroristes qui sont globalement des gens perdus, il ne faut pas se mentir, ils peuvent glisser vers ce type d'argument et prendre pour cible du coup les Asiatiques de façon globale parce qu'ils sont assimilés à la cause ouïghour. Voilà. Bien sûr, tu fais bien de le rappeler. Merci. On va parler ensemble aussi des différentes, assez rapidement, parce qu'il nous reste 10 minutes, des différentes formes de racisme anti-asiatique qui peut exister en France et ailleurs, mais surtout en France. Donc, moi, j'ai remarqué depuis un certain temps, j'imagine que chacun d'entre nous a grandi avec certaines remarques, certaines blagues du fait de nos yeux bridés, du fait de nos origines. Donc ça, entre guillemets, c'est une chose à laquelle on est malheureusement habitué. En 2016 ou en 2017, on a eu le sketch de Kev Adams et de Gad Elmaleh. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce sketch, mais il était assez dégradant. Hein. C'était des personnes, c'était deux humoristes habillés en costume avec des faux costumes de chinois et surtout, ils disaient un accent pourri, genre une blague qui a du chien, etc., etc.
Il y a plein de personnes qui applaudissaient, ça a été diffusé devant des millions de personnes. Donc j'imagine, vous les intervenants, que ça vous a un peu titillé. Mais le plus grave, je pense que et le vrai tournant, en fait, je pense que ça a été la mort de Zhang Shaolin, donc ce couturier chinois qui a été tabassé parce que son agresseur pensait qu'il avait de l'argent en cash sur lui. Donc ça, c'est un préjugé positif, entre guillemets. Et donc, il est mort de la suite de ses blessures. Et je pense que c'est là qu'il y a eu un vrai réveil, qu'il y a eu une mobilisation des Asiatiques sans précédent. Et donc, peut-être Jacques, Martial ou Sun Lei, même Sun Lei, vous pourriez nous en parler? Je peux parler 2 secondes, excusez-moi. Bien sûr. Oui, donc j'ai participé à cette manifestation. On avait une préparation quelques jours avant. Et bon, il y avait une grande majorité, les 9/10, c'était beaucoup de Chinois. Moi, j'étais le seul, un des rares Vietnamiens. Alors, excusez-moi, je parle une anecdote. Il parlait en chinois. Je dis stop, stop. Moi, je ne comprends pas le chinois. Veuillez vous exprimer en français, s'il vous plaît. Donc, après, vous m'entendez là? Oui. Quelques jours après, donc, il y a eu la grande manifestation. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et donc, j'ai fait beaucoup de photos qui ont circulé et qui ont même été publiées dans le magazine Kwai, que vous connaissez, donc magazine des cultures asiatiques. Voilà. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de monde. Et je regrette malheureusement qu'il y ait très peu de non-asiatiques, hormis une délégation d'étudiants juifs. Je dis juifs parce que ce n'est pas un hasard. Parce oui, qui étaient présents. Oui, qui étaient présentes. Parce que eux, on nous agresse, nous, les Asiatiques, sur les mêmes motifs qu'eux dans le temps, parce qu'on pense qu'on a beaucoup d'argent, etc. C'est un parallèle entre le racisme anti-asiatique et l'antisémitisme, effectivement. Voilà. Ouais. Sur le fait que les Juifs sont travailleurs et qu'ils ont beaucoup d'argent, mais que par ailleurs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont le plus de préjugés positifs sur une communauté sont aussi ceux qui vont avoir le plus de préjugés négatifs également. Donc, Jacques, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur donc, ce réveil suite à la mort de Zhang Shaolin? Est-ce que pour toi, ça a été un tournant? Oui, le tournant a été le fait qu'on puisse arriver à la mort et que c'est ça qui fait que c'était le plus dramatique. Comme je vous avais dit au tout début, mais je ne vais pas me répéter, l'idée était avant tout de sensibiliser notre propre population, la population asiatique, sur ses conséquences, sur le fait que effectivement nos aînés nous ont appris à respecter, à laisser couler, mais cette nouvelle génération est entre deux mondes, entre le monde où effectivement il faut laisser couler, il faut se laisser gifler et laisser faire, ou bien pouvoir utiliser les codes du pays. Arrivé à un certain âge, on comprend les codes du pays et on sait que déjà au sein de nos propres communautés, il faut se rendre compte que c'est une réalité et que ça va continuer, et ça va continuer aussi pour les prochaines générations si on ne fait rien. Et ensuite, une fois qu'on s'en rend compte nous-mêmes, il faut le dire aux non-asiatiques. Et c'est ce que Martial disait, c'est qu'effectivement, à cette manifestation, c'était plutôt très asiatique. Et que justement, le fait de ne pas avoir travaillé en amont pendant des années sur ce problème qui est national et qui n'est pas juste ethnique, a fait qu'en conséquence, mais je pense que si prochaine manifestation il y aurait, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de non-asiatiques pour les raisons que depuis 5 ans, énormément d'associations travaillent en collaboration avec d'autres associations, avec les ministères, avec justement les pouvoirs publics et les administrations pour travailler dessus. Très bien, on reviendra, c'est très intéressant et on reviendra là-dessus dans la 3e partie. Je lis un commentaire d'Or, une de nos spectatrices qui dit « Les agressions ne datent pas de cette année. Il y a quelques années, les touristes chinois avaient du liquide sur eux. » Enfin, on disait des touristes chinois qu'ils avaient du liquide sur eux, donc ils ont été ciblés par des agressions physiques, c'est vrai. Maître Job a été de conseil pour la famille de Zhang Shaolin et souhaiterait intervenir. Bon, il n'y a pas de souci, hein, si tu veux nous apporter ton point de vue, je te laisse t'exprimer. Hop. Voilà, normalement. C'est bon? Vous m'entendez? Ouais. Okay. Bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation. Alors, très rapidement, sur cette question le cas concernant Zhang Shaolin. Donc, j'ai été avec Maître Fiola, l'avocat de la famille. On a tout de suite vu, en fait, qu'au-delà par les manifestations qu'il y a eu, il y a eu quelque part une réaction au niveau de l'administration.
On a le commissariat, la commissaire de Bervilliers qui clairement était en contact de manière quasi quotidienne avec nous en fait, sur cette question. Il y avait une volonté d'avancer. J'ai même assisté avec les membres de la communauté à une réunion à la préfecture de Bobigny, où le préfet a quand même dit effectivement c'est une réelle problématique. Donc il y a une réelle prise en compte à ce niveau-là. Concernant plus précisément la procédure, on s'est rendu compte dans l'enquête que finalement les policiers avaient fait un travail assez important d'identification de ce contexte d'agression de concitoyens d'origine asiatique. En fait, on a remarqué qu'il y avait trois identités. Une identité de lieu, c'est savoir que les agresseurs savaient, enfin les lieux d'agression étaient quasi identiques. On savait exactement où et comment les agresser. C'est très souvent à la sortie des magasins, à la sortie du lieu de travail. Il y avait une identité de temps, des heures, à partir de 16h, 18h, 19h. On sait qu'effectivement, c'est les horaires où il y a beaucoup de mouvements. Et il y avait aussi une identité de mode opératoire, à savoir qu'il fallait tout de suite, dans le premier coup, le premier coup d'agression, neutraliser la personne, pour pas qu'il y ait une riposte derrière. Donc, on a eu pas mal, ce travail-là qui nous a permis, nous, dans la décision, parce que c'est la première fois d'ailleurs en France, la décision de la Cour de cassation, qui admet que associer asiatique et argent, c'est raciste. Et donc, on a eu, du moins la famille a été, je dirais, satisfaite quand même parce que on reconnaissait que effectivement, ce n'était pas, voilà, c'était pas une banale agression, c'est une agression avec cette circonstance aggravante qui est le caractère raciste. Pas mal d'associations aujourd'hui quand même tiennent, du moins s'impliquent dans cette question-là parce qu'effectivement, il faut le dire, c'était pas posé sur la place publique, ce racisme anti-asiatique. Bon, c'était posé, mais est connu simplement par les victimes, mais pas par la société tout entière. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se sait et il y a des actions en ce sens. Donc voilà ce que je voulais apporter moi sur cette question concernant effectivement le cas de Zhang Xiaoling qui a vraiment pour moi mis en exergue cette question de racisme anti-asiatique. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était très intéressant. Effectivement, c'est très important qu'il y ait eu cette reconnaissance du caractère raciste, expliquer que ce n'est pas juste une agression crapuleuse, hein. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était bon. Il est asiatique, il a du cash, donc on va l'agresser. Et donc, il y a une vraie prise de conscience des autorités à ce sujet. Et je vois aussi le commentaire de Van qui nous rappelle que les agresseurs savaient que, 80%, je ne sais pas si ce chiffre est exact, mais des Asiatiques ne portaient pas plainte à cause de la barrière de la langue, à cause de la peur des procédures. Donc, effectivement, il y a une sorte d'autocensure qui fait que… Juste un point, en fait, exactement sur la question de l'agression, du moins de ne pas déposer plainte. Moi, j'ai eu le commissariat 2 semaines après l'enterrement de M. Zhang Xiaoling. Son épouse m'appelle, elle s'est fait agresser dans le bus, on lui a volé son téléphone. Au commissariat, il ne voulait pas enregistrer sa plainte. Elle a dû m'appeler et je leur ai dit, écoutez, c'est simple, vous me passez votre chef, soit vous me passez votre chef et soit je fais un scandale parce que vous êtes obligé d'enregistrer la plainte. Et il y avait cette question, effectivement, pour eux, l'argument c'était, on ne parle pas français, on ne comprend pas. Je leur ai dit, oui, c'est vrai, il peut y avoir certains cas comme ça. Il a anticipé quand même. Mais la préfecture avait pris le soin au commissariat de Bervilliers de mettre un agent qui pouvait traduire. Donc, il y a effectivement ce blocage sur cet aspect. C'est juste le point que je voulais apporter en plus. Merci beaucoup. Justement, ça nous fait une bonne transition vers l'accompagnement des victimes. Sunley, tu voulais dire quelque chose à ce sujet ? Oui, alors pour les victimes, moi, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que regardez un peu la sociologie des victimes, en particulier dans le 93 et dans le 94, Vitry, Ivry, Aubervilliers, La Courneuve, ce sont souvent des Asiatiques primo-arrivants, donc qui ne maîtrisent pas la langue, qu'ils soient chinois ou vietnamiens. Je connais beaucoup de Vietnamiens à Vitry-sur-Seine, par exemple, qui ne parlent pas bien le français. Et ce sont les cibles principales parce que ce sont des étudiants, ils viennent d'arriver, ils sont un peu, entre guillemets, naïfs. Alors, je ne vais pas dire naïfs, mais un peu, on va dire, une méconnaissance de ce qui se passe en France parce que, si vous voulez, ils ne lisent pas forcément les médias français. Donc,
au niveau des agressions, ne sont pas forcément au courant. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à travers des plateformes comme… alors les Chinois le font très bien par WeChat, en fait, où les informations se transmettent et même parfois des mauvaises informations. Mais par contre, je vois, par exemple, je crois qu'il y a une plateforme qui s'appelle Zalo, qui est un peu l'équivalent du WhatsApp pour les Vietnamiens. Ce serait bien qu'en fait, des Vietnamiens puissent en fait, partager des informations, de préférence en langue vietnamienne, pour justement informer les victimes et travailler sur… dire qu'il voilà, y a des gens qui peuvent les accompagner. Il y a des traducteurs qui sont assermentés par la cour d'appel de Paris, qui peuvent aussi les accompagner dans les plaintes, même pour aller les accompagner, pour aller voir le médecin si il faut déclarer des ITT. Donc c'est très important que en fait, la communauté vietnamienne en fait, relaie en fait, les différents messages que de manière générale la communauté asiatique relaie. Et puis dernier point, juste pour préciser, le glissement en fait, politique et la prise de conscience du racisme anti-asiatique s'est fait aussi au niveau politique. Je sais que j'ai lancé une lettre ouverte en fait, au moment de la manifestation en 2016 avec différents élus, une vingtaine d'élus. Ils étaient tous asiatiques. Et là, ce que je peux saluer, c'est quand même qu'il y a eu une tribune à Libération qui a été publiée où il y a eu 100 députés de toutes tendances politiques et pas qu'asiatiques, parce qu'on n'a que 3 députés d'origine asiatique, 3 ou 4. Donc, c'est une très bonne évolution et c'est quelque chose de très positif. Merci beaucoup, Sunlay. Donc, on va passer à la partie accompagnement des victimes et donc dénonciation de… Excusez-moi, est-ce que Sunlay peut se présenter? Oui, bien sûr. Sunlay, quelques mots sur toi. Alors moi, je suis Sunlay, je suis le porte-parole du comité Sécurité pour tous. Et donc, j'interviens depuis 2016 pour accompagner les victimes dans les procédures, en fait, porter plainte, les accompagner à l'UEM, en fait, pour justement déclarer comment on appelle les ITT. Voilà. Donc, ouais. Et puis médiatiquement, je participe un petit peu pour relayer un petit peu le message et pour nous défendre. Oui, tu es célèbre hein, déjà, on t'a vu partout. On t'a vu partout. Alors maintenant, j'aimerais poser la question de est-ce qu'il faut porter plainte? Bon, personne n'est obligé de porter plainte, mais c'est vrai que pour que ce soit un problème pris en compte et pour qu'il y ait pour que la justice fasse son travail, bien sûr, il vaut mieux le faire quand on est agressé. Je vais donc donner la parole à Son Lam qui a fait l'objet d'un harcèlement en ligne et qui a eu le courage de porter plainte. Et c'est pas évident parce que c'était pas une agression physique, c'était vraiment une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et donc je trouve son exemple très intéressant parce que c'est vraiment c'est un peu tout nouveau, quoi. Voilà. Son ? Eh bien, merci pour l'invitation, encore une fois. Et là, je veux vraiment m'adresser à tout le monde, et pas simplement aux Asiatiques, mais à tous ceux qui sont victimes des discriminations en général. La question a été, est-ce qu'il faut porter plainte? Moi, je pense que porter plainte n'est pas un droit, c'est un devoir. Vous ne pouvez pas rester silencieux face à cela, que ce soit envers vous ou envers les autres. La chose est très simple. Aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Si vous ne faites pas les premières démarches, les associations, les militants, les juristes ne pourront pas vous venir en aide. Donc, si vous vous emmurez dans le silence et que vous n'allez pas briser la loi de l'omerta, personne ne le fera pour vous. De même que les agressions qui se font contre notre communauté, si nous ne prenons pas la parole, les médias ne s'y intéresseront pas. Est-ce que tu peux nous raconter justement en détail ce qui t'est arrivé, les insultes que tu as reçues? Donc, tu étais membre des Républicains et ce sont de jeunes Républicains qui t'ont pris à partie sur les réseaux sociaux et qui t'ont insulté. Et raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ah oui, excusez-moi. C'est vrai que je pense à vous donner conseil, mais je n'ai pas trop parlé de moi-même, donc désolé. Après, on pourra même donner la parole à Soc. Pour ce qui est de mon cas, les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2018 et il y avait eu un élu de la République, Eddy Denis, qui vient de Volx, donc une ville des Alpes de Haute-Provence, qui avait créé un groupe avec une quarantaine de personnes dessus. Et dans ce groupe, on m'avait lynché avec des caricatures dégradantes,
avec des montages insultes photos. racistes. Oui, des montages photos, j'allais y venir. Par exemple, on m'avait mis ma tête sur le corps d'une des victimes de la guerre du Vietnam qui courait. Est-ce que vous, là, je demande à vous, est-ce que vous connaissez cette photo où il y a des enfants nus qui courent sous les Bien napalms? sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, toi, Martial, tu es photographe, donc c'est ton domaine. Non, 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 mais tous les Vietnamiens connaissent cette photo. C'est la photo Tous de les Nick. Vietnamiens connaissent cette photo. C'est une des Et photos les plus donc, du emblématiques coup, de la guerre du ma Vietnam. tête a été collée dessus. Donc, c'est vraiment, on se moque des souffrances liées à la guerre. Et à part cela, il y a aussi eu des insultes directes. Et là, ça concerne tous les Asiatiques. On m'avait traité de sale niaque et de mangeur de chiens. Pour le petit historique, niaque, ça vient de niaoué, du mot vietnamien qui veut dire paysan. Et même en vietnamien, c'est déjà un terme extrêmement péjoratif. Alors, tu as Alors, décidé, en Son, français, évidemment. tu as décidé Donc, de ne pas en rester là et donc tu as décidé de porter plainte. Donc, comme tu ne pouvais pas porter plainte contre toutes les personnes qui t'ont insulté, donc tu t'es focalisé sur Eddie Denis, donc cet élu qui lui a, entre guillemets, commandité cette campagne de harcèlement. oui, malheureusement, quand je suis allé porter plainte, que je suis allé au commissariat de police et j'ai exposé mon cas, malheureusement, la plainte ne pouvait pas être prise contre tout le monde pour la simple et bonne raison que comme c'est une conversation Messenger, c'est dématérialisé et chaque personne qui m'ont insulté vivait à plusieurs villes différentes. Il y avait des personnes qui vivaient en Bretagne, d'autres qui vivaient en région Auvergne-Rhône-Alpes, etc., etc. Et le problème est que si on attaquait tout le monde en justice, il y aurait eu tellement d'allers-retours entre les différentes préfectures et cela aurait été interminable. Rien que pour un procès contre une personne, cela m'a, comment dire, cela a duré 2 ans pour moi. Donc, Alors c'est justement, énorme. Vous quel a été imaginez si quel a on été le verdict faisait final? 2 ans pour 40 personnes. Avant de parler du verdict final, il faut déjà aussi que je revienne sur le premier verdict. Le 17 octobre 2019, il a été condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny à 3 mois de prison avec sursis et à 8 000 € de dommages et intérêts. Et comme c'est lui qui a fait appel, puisque c'est lui qui s'acharne contre moi, il a de nouveau été devant les tribunaux. Il a été convoqué par la Cour d'appel de Paris le 10 septembre 2020, donc cette année, et il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, toujours pareil, et à 9 200 € de dommages et intérêts, dont 3 000 pour les associations. J'aimerais passer la parole à celui qui a été ton avocat, donc Soc. Soc, quelques mots sur ce verdict. Oui, merci Linda de cette prise de parole. Bonjour tout le monde. Je suis donc avocat à la Cour d'appel de Paris depuis une dizaine d'années et j'ai défendu le cas de Monsieur Son Lam qui est emblématique. Je voudrais saluer son courage parce que compte tenu de son jeune âge, il a eu donc déjà le courage d'aller porter plainte et surtout d'aller jusqu'au bout de la procédure et de sa ténacité. Dans ce dossier qui est, je pense, pas évident pour lui. Donc malheureusement, ce qu'il a vécu, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement ordinaire et de banalisé de nos jours. C'est-à-dire que des gens se permettent de se cacher derrière leur écran et de dire n'importe quoi et d'insulter n'importe qui, et notamment les Asiatiques, et en l'espèce Son Lam. Dans ce dossier, Son Lam a porté plainte contre une dizaine ou une vingtaine de personnes. La justice, le procureur, on a cru, je dirais, nécessaire et compte tenu des moyens d'identifier que le chef de file, qui est donc Eddie Denis, et celui-ci a été donc condamné aussi bien par le tribunal correctionnel que par la Cour d'appel de Paris. Et ce qu'il a plaidé, enfin son avocat, à mon sens, ne tenait pas du tout la route puisqu'ils estimaient que c'était de l'autodérision alors qu'il n'y avait rien de cela. C'était clairement des insultes visant une communauté en particulier.
Donc, justice a été faite. On a aussi, et je voudrais aussi remercier les associations qui se sont joints à nous dans cette justice, notamment SOS Racisme, l'ICRA, l'AMRAP, etc. Malheureusement, et je pense que c'est peut-être la transition, il faut absolument porter plainte parce que sans plainte, eh bien, le dossier n'existe pas, que ce soit au niveau des préfectures que de la justice. Et lors des réunions qu'on a eues avec un certain nombre de préfets, donc la première, je ne citerai pas le nom de la préfecture, le préfet a estimé qu'il n'y avait pas d'agression asiatique et on a dû venir avec un dossier, je dirais, assez important pour lui faire admettre. Et aujourd'hui, on a bien sensibilisé les commissariats, les préfets. Maintenant, je dirais, il faut sensibiliser les différentes juridictions et notamment les procureurs, car à mon sens, les peines ne sont pas encore assez lourdes pour dissuader les gens de continuer dans les agressions envers les Asiatiques. Voilà. Et Sok, donc non seulement tu as accompagné Son Lam dans son procès, mais tu es très engagé aussi à ta manière contre le racisme anti-asiatique et tu as aussi accompagné d'autres victimes d'agression, c'est bien ça? Oui, donc je suis bien engagé contre toutes les discriminations et notamment aussi également les violences parce que cela me révolte. Et notamment, je travaille beaucoup avec la JCF, Jacques et Sunley. J'ai également plaidé le procès des agressions à Créteil après le confinement en mai. L'un des prévenus a fait appel et on revient on est déjà venu devant la cour d'appel et la décision, l'arrêt doit tomber le 12 mai devant la cour d'appel. Alors, ce procès illustre aussi le profil des agresseurs qui m'inquiètent également beaucoup. En général, ce sont des jeunes, beaucoup de mineurs. Mm-hmm. Et les juges ont tendance à être laxistes en considérant qu'ils sont jeunes et qu'ils sont, entre guillemets, sauvables dans ce monde et ont tendance à infliger des peines qui sont, je dirais, extrêmement clémentes compte tenu du nombre d'agressions, parce que la justice en a dénombré 28 dans ce procès-là. L'association, nous, on en a dénombré à peu près une centaine. Et la peine la plus lourde qui a été prononcée est 6 ans, ce qui est déjà, je dirais, pas mal compte tenu des peines habituelles où on est plus habitué à 1 ou 2 ans. Maintenant, on verra ce que ça donne devant la cour d'appel. J'espère qu'ils vont au moins confirmer, voire alourdir les peines, mais je ne voudrais pas trop m'avancer non plus. D'accord, merci beaucoup. Donc, j'aimerais revenir aux associations qui font un énorme travail aussi pour accompagner les victimes. Donc, la JCF, par exemple, Thomas, toi, qu'est-ce que la JCF fait pour les victimes? Alors du coup, merci déjà pour tous vos témoignages. Moi là, je vais parler concrètement de ce qu'on a réussi à mettre en place sur nos réseaux sociaux, donc pour aider les victimes, toute personne à porter plainte contre ce que nous avons vécu sur les réseaux sociaux. Et puis Laetitia, la présidente de la JCF, donc, qui est arrivée, va vous parler aussi donc, du travail qu'on fait dans l'accompagnement juridique par rapport aux victimes, donc que ce soit cette fois ou les fois précédentes. D'accord. Donc on a lancé en fait il y a quelques jours un appel à porter plainte. Donc on a fait une affiche, on a fait tout un tuto sur nos réseaux sociaux que vous retrouvez sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter, qu'on a essayé de relayer vraiment le plus largement possible. Déjà, donc, Teresa en a parlé, c'est le site Pharos. Donc, c'est un site. Tu vas mettre en lien là sur le chat, je vois. Ouais, Pharos. Ouais, que j'ai envoyé donc, dans le chat et qui parle vraiment de signalement Internet. Signalement qu'on va retrouver pour tout ce que vous trouvez comme contenu haineux ou appel à la violence sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale. Et je rappelle également de ne pas oublier d'avoir le lien URL qui est vraiment important
en plus d'une simple capture d'écran, puisque la simple capture d'écran n'est pas suffisante dans la procédure de dépose de plainte. Donc, n'oubliez surtout pas le lien URL qui est super, super important. Et donc, il y a cette partie-là. Et on a également donc, rédigé en collaboration avec Sécurité pour tous, avec Maître Soklam également, toute une démarche en fait en quelques étapes pour pouvoir porter plainte en ligne, faisable. On a rédigé un modèle que vous retrouvez et que je vous mets ici dans la conversation également. Donc un modèle de plainte avec renseigné déjà quelques screenshots et quelques liens URL en lien avec ce qu'on a pu voir récemment. On a également ajouté une petite notice par rapport à toutes les préfectures, puisque bien évidemment, il faut mettre la préfecture qui concerne votre lieu d'habitation. Donc, vous retrouverez vraiment tout dedans. Et ça, c'était vraiment une action qu'on voulait mener, une action forte qu'on voulait mener à destination de la communauté asiatique et bien sûr à destination de toutes les personnes qui se sentent concernées par cet appel à la violence et à la haine. Donc voilà les informations par rapport à ça que je voulais vous partager. Et bien sûr, de notre côté, à la JCF, on a aussi mis en place un recueil de témoignages donc sur notre boîte mail contact@lajcf.fr. Et bien évidemment, on reprend donc tous les témoignages de personnes, que ce soit en ligne ou non, qui sont victimes d'agressions. Et si c'est en ligne, bien évidemment, je rappelle la capture d'écran et le lien URL. Donc voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Laetitia qui va présenter un peu de manière générale tout ce qui a été fait. Voilà. Oui, je souhaite la bienvenue donc à Laetitia. Merci beaucoup Thomas. Donc Laetitia est la présidente de la JCF. Bien sûr, tout le monde peut témoigner. Il n'y a pas que les Chinois. Enfin, le racisme touche tous les Asiatiques. Donc tous les Asiatiques de toutes origines peuvent bien sûr témoigner. Laetitia, je t'en prie, la parole est à toi. Oui, bonjour Linlan, bonjour à tous et désolée, excusez-moi pour ce retard. Oui, donc je ne sais pas exactement ce qui a déjà été dit, mais pour revenir succinctement sur ce qui s'est produit là avec et pourquoi est-ce qu'on a abouti à ce dépôt, à cette initiative de donner un modèle de dépôt de plainte pour que tout le monde se solidarise et porte plainte. Je reviens rapidement sur les faits. Donc, le président Emmanuel Macron a annoncé le second confinement le 28 octobre. Et en fait, donc à la fin de son discours, si je ne me trompe pas, hein, 1 heure après, Thomas, donc ici présent, nous a envoyé une capture d'écran du fameux tweet d'appel à la haine, d'appel à la violence. Donc, et vraiment de manière très explicite à, je cite, ouvrez les guillemets, attaquer chaque Chinois. Donc, moi, étant donné que je suis directement en lien avec le comité Sécurité pour tous, donc avec Jacques Sonley ici présent et également bien entendu Maître Soklam, j'ai transféré le message et donc évidemment le jugement était sans appel. Nous étions tous absolument d'accord sur le fait que cette fois-ci ça avait passé un cap. Donc on était vraiment très loin du racisme ordinaire, des préjugés contre lesquels nous luttons, bien entendu, mais auxquels nous sommes habitués, malheureusement. Et à vrai dire, nous étions tous d'accord sur le fait qu'un tel appel à la violence était inédit, n'avait jamais été vu dans le paysage français, du moins, à l'égard de quelque communauté que ce soit. Donc, j'ai un peu lu là les discussions sur les chats. Effectivement, nous sommes tous d'accord, je pense, sur le fait que toute forme de racisme est condamnable, mais c'est vrai que le racisme anti-asiatique prend parfois certaines formes, comme le racisme contre chaque communauté a ses formes particulières, et que là, en l'occurrence, un tel appel à la violence n'avait jamais été vu dans le paysage français sur ces dernières dizaines d'années. Et donc, nous avons
choisi de réagir immédiatement et à l'initiative de Sacha Lin, qui n'est pas présent, je crois, et qui fait partie du Comité Sécurité pour tous, qui est le principal fondateur de la JCF, hein, je le rappelle, et également le premier président de la JCF pendant 5 ans, nous avons décidé de rédiger une tribune donc, pour dénoncer cet appel à la violence. Donc, Sacha a rédigé le post que nous avons relayé sur les pages de la JCF dès le soir même, donc le 28 octobre. Donc, c'est comme ça que tout est parti. Et nous avions également ajouté les captures d'écran des fameux messages. Donc, ça a été, j'ai envie de dire, on a sollicité tous nos moyens pour remonter pour retrouver ces messages, pour essayer de capturer leur URL, etc. Et on les a publiés sur Facebook. Et ça n'avait pas forcément été prévu, mais ça a fait, entre guillemets, le buzz. Donc, on aimerait bien malheureusement faire le buzz sur des choses un peu plus positives, mais on va voir les choses du bon côté. Ça a été, au moins, on s'est rendu compte que nous n'étions pas les seuls, bien entendu, à être sensibles à une telle violence exprimée dans les mots, et que cette inquiétude, cette peur vraiment que des fous prennent ces messages, passent à l'acte, tout simplement, en se justifiant quelque part par la publication de ces messages, était partagée par l'ensemble de la communauté. Car tu l'as dit, Lin, évidemment, notre propos n'est pas simplement de dénoncer un racisme anti-chinois, mais nous dénonçons un racisme anti-asiatique, car nous estimons que absolument tous les Asiatiques de France sont mis à peu près dans le même sac. De toute façon, la plupart du temps, les personnes des autres communautés ne distinguent pas. Hein, tous Asiatiques ou tous Chinois, c'est pareil pour eux. Donc, bien entendu, ce combat est absolument commun. Alors, justement, est-ce que tu encourages donc les victimes à se rapprocher des associations, n'est-ce pas? Oui. Absolument. Alors, j'encourage les victimes, j'encourage les témoins de discrimination, d'actes racistes, etc., à se rapprocher des associations. C'est-à-dire que, évidemment, parfois, on se sent un peu débordé, etc., par manque de ressources humaines. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes informés de nos droits, nous sommes informés du droit aux victimes, et nous pouvons donc vous accompagner du mieux que nous pouvons. Après, donc, comment est-ce qu'on peut vous accompagner? On peut vous accompagner grâce à des conseils d'ordre juridique. Donc, Soklam, qui a pris la parole tout à l'heure, est notre conseiller juridique. Après cela, au sein de la JCF, par exemple, nous avons plusieurs membres nous avons un jeune avocat qui est membre de notre association, donc d'origine chinoise. Lui également, nous avons également des étudiants en droit, donc qui ont quand même connaissance, qui sont apprenants encore, bien entendu, mais qui ont connaissance d'informations que la plupart des gens, entre guillemets, du commun, qui ne sont pas en droit, ne connaissent pas. Nous pouvons également, nous faisons également ce qu'on appelle de l'accompagnement d'ordre psychologique avec l'aide aux victimes, c'est-à-dire que, bien entendu, nous, on fait du mieux qu'on peut parce qu'à force de travailler sur ces affaires, on sait un peu comment est-ce qu'on peut parler aux victimes. Mais en dehors de ça, nous pouvons également mettre en relation directement avec des psychologues, donc des psychologues qui sont évidemment formés en France, mais qui sont pour plusieurs d'entre eux polyglottes, donc qui parlent d'autres langues asiatiques, le chinois mandarin, des dialectes chinois, et nous pouvons également essayer de relayer vers des psychologues qui parlent d'autres langues, donc de pays d'Asie du Sud-Est, vietnamiens, cambodgiens et autres. Et donc, nous n'avons là, pour revenir sur cet appel à déposer plainte dont Thomas vous a déjà parlé, nous avons également pris l'initiative de traduire l'appel à déposer plainte en chinois. Donc, pour le diffuser dans les groupes WeChat, qui est le grand réseau chinois, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, je pense, et pour faciliter, justement, pour encourager et pour faciliter le dépôt de plainte. Donc, pour nos amis vietnamiens qui sont aujourd'hui présents, si jamais l'un d'entre vous voulait, qui parle et qui écrit vietnamien, voulait justement se porter volontaire pour traduire cet appel à déposer plainte et pour traduire la notice d'accompagnement
que nous avons rédigée en français et qui a été traduite en chinois, ce serait vraiment la bienvenue, car au sein de la JCF, nous n'avons pas de membres qui parlent et qui écrit vietnamien. Merci beaucoup, Laetitia. Merci Super. beaucoup, Lynn. J'ai été un peu longue. Non, c'était très intéressant. Jacques, du comité pour tous, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jacques? Oui, n'oubliez pas qu'un agresseur sur Internet ou dans la rue ne va pas vous demander la région dont vous venez, si vous êtes chinois, vietnamien, cambodgien ou thaïlandais. Les statistiques qu'on a eues sur le 94, Ivry et Vitry, montraient que seulement une partie de la population était chinoise. Le reste de la population était thaïlandaise, laotienne, vietnamienne. Et que le même constat, c'est que le sentiment que les autorités, les pouvoirs publics, le commissariat ne va pas les prendre au sérieux. Sécurité pour tous a travaillé depuis 5 ans avec justement ces commissariats, ces préfectures, comme l'a dit Maître Soklam, déjà pour les sensibiliser. Au début, ils nous ont dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas, vous rigolez, etc. Vous n'allez pas faire comme les autres. Et puis au fur et à mesure, et dès maintenant, aujourd'hui, on commence à être très pris au sérieux. Si une de vous, victime, que vous soyez vietnamienne, chinoise ou n'importe quoi, au commissariat ou au tribunal, si ça se passe mal, contactez-nous, contactez celui que vous connaissez qui va se mettre en relation avec quelqu'un d'autre qui connaît quelqu'un d'autre et remonter l'affaire aux plus hautes instances pour dire que nous ne sommes pas des sous-citoyens, nous ne sommes pas des sous-humains, nous sommes aussi des citoyens comme tout le monde et que nous voulons l'objectif vivre en paix, pas condamner les gens, pas essayer de savoir qui nous agresse, mais tout simplement vivre en paix. Merci beaucoup, Jacques. Son, tu voulais rajouter, donc Sonlan, tu voulais rajouter quelque chose? Mais à part cela, je voulais intervenir aussi sur 2 points essentiels, notamment sur les modalités de la plainte, puisque je sais comment procéder. Vous avez tout d'abord 2 façons de procéder à la plainte. Soit vous allez directement au commissariat de police et là, on vous fait votre procès verbal. Soit vous écrivez une lettre au procureur de la République qui, lui, comme il siège au parquet, a la possibilité d'engager des poursuites. Et je précise aussi, et ça c'est extrêmement important, puisqu'il faut être méthodique et savoir quelles sont les étapes à effectuer. Tout d'abord, il faut porter plainte et avant le procès, il faut absolument que vous fassiez cela avant la date d'audience. Il faut que vous contactiez les associations avant et notamment que vous envoyiez un mail aux juristes. Parce que si vous ne contactez pas les associations, une fois que le procès en première audience est passé et s'il n'y avait pas les constitutions de partie civile, les associations ne pourront plus venir vous soutenir. Et je parle en fonction de ma propre expérience, puisque SOC, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais quand il y avait le 19 septembre 2019, c'était la première fois où Eddy Denis était convoqué, mais il a refusé et tu te rappelles, pendant ce premier procès, il n'y avait encore aucune association. Et justement, comme Eddy Denis n'était pas venu à son procès la première fois, c'est là où j'en ai profité pour contacter les associations. Et le 17 octobre, là, il est venu, donc à peu près un mois après. Et là, il y avait toutes les associations, les 3 associations qui étaient de mon côté. Donc, faites attention avec les délais et assurez-vous d'avoir le soutien des associations avant les dates d'audience. Et par ailleurs, si jamais le prévenu faisait appel, vous ne pourriez pas, malheureusement, faire de constitution de partie civile en cours d'appel si vous n'avez pas une constitution de partie civile préalable en première instance. Donc, soyez méthodique et organisez-vous pour vous mettre en relation le plus vite possible avec les associations. Et c'est très important la barrière de la langue. Et je réponds à Laetitia Chive, si tu as besoin d'une personne qui parle vietnamien, moi, je pourrais traduire à l'oral, notamment des personnes asiatiques d'origine vietnamienne qui seraient victimes de racisme. Voilà. Je passe juste la parole. Merci beaucoup, Son. Je passe la parole à Laetitia. Tu voulais rebondir sur ce que Son disait? Oui, tout à fait. Merci, Lynn, et merci, Son, pour ton intervention. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu disais de l'importance de faire appel aux associations, parce qu'il y a un point que j'ai omis tout à l'heure, c'est que nous, justement, de par notre visibilité, on a un accès direct donc, au pouvoir public, aux institutions. Donc concrètement, là, avec ce qui s'est produit, l'affaire sur laquelle on est depuis cette semaine dernière, on a immédiatement lancé l'alerte sur nos réseaux sociaux, on a tagué les institutions
qui sont compétentes, hein, voilà, qui doivent réagir, donc le ministère de l'Intérieur, etc., les préfectures de police, mais on a également donc tagué les institutions avec lesquelles nous avons tissé, nous, et des liens particuliers, notamment la DILCRA. Donc la DILCRA, petit rappel, c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, et j'oublie toujours la suite, excusez-moi, mais c'est la DILCRA, et également donc, le défenseur des droits. Donc le défenseur des droits qui a pour particularité d'être une institution française, mais indépendante des autres institutions. Donc il peut avoir un regard, on va dire, autre que ce que pourrait avoir les autres institutions. On a également tagué le ministère de l'Éducation nationale avec lequel nous avons un partenariat, et nous leur avons écrit, donc, la JCF leur a écrit donc, dès le lendemain, dès le jeudi 29, pour les alerter donc, de la situation, et nous avons déjà eu des retours. Donc, c'est-à-dire qu'on a, on a la possibilité donc d'accéder directement aux institutions qui, elles, ensuite peuvent agir de leur position, de leur position. Et donc, on a eu évidemment le soutien de la DILCRA. Et on a également eu donc, la possibilité d'accéder à, de nous entretenir avec Elisabeth Moreno, donc, qui est la ministère, je ne sais plus comment on dit, qui est la ministre, pardon, affiliée au Premier ministre, et qui est chargée donc, de l'égalité homme-femme, de l'égalité des chances et de la lutte contre les discriminations. Donc, je me suis entretenue avec elle cette semaine. Et, évidemment, elle nous a apporté tout son soutien. Donc, certains diront, oui, mais ce ne sont plus des mots, etc. Mais en fait, c'est important que les pouvoirs publics soient directement alertés. Et vous vous en doutez bien, en plus, dans un contexte de crise sociale tel que nous le vivons actuellement, ils ont tellement d'affaires d'affaires entre les athlètes terroristes et tout le reste, tout ce qui se produit à l'heure actuelle, que c'est important que nous, on soit là pour frapper à leur porte directement et leur donner l'alerte et leur dire, attendez, là, il se passe quelque chose, quand même, il faut faire quelque chose pour protéger, pour rassurer déjà, pour protéger les populations d'origine asiatique, et qu'elles se sentent, qu'elles savent qu'elles ne sont pas seules, et qu'elles sont des citoyens, des habitants de ce pays à part entière, et qu'elles ont le droit d'être protégées au même titre que les autres. Donc ça, c'est un appel fort qu'on peut donner. On a évidemment, en dehors de ça, des liens directs avec les préfectures, avec les commissariats. Là, je pense évidemment avant tout au comité sécurité pour tous. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire appel à nous et de nous signaler absolument tout ce qui se passe. Désolée, j'ai encore été longue. Merci beaucoup, Léa. Je me permets de lire le commentaire de Maître Job qui dit qu'afin de contourner les difficultés liées au refus des plaintes, par exemple, si on ne veut pas prendre votre plainte, donc vous pouvez vous mettre en contact avec les associations qui, donc, tu l'as dit, Laetitia, travaille avec des avocats. Donc voilà, on a clôturé cette partie pratique. J'espère que ça vous a apporté pas mal d'informations. Maintenant, on va parler de quelle perspective, voilà, pour parler et médiatiser du racisme anti-asiatique. Donc, je vais donner la parole à une experte en la matière, Grace Lee. Donc, Grace, tu t'es beaucoup exprimée dans les médias, tu t'exprimes énormément. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Grace Lee, je suis écrivaine, réalisatrice, et je co-anime un podcast sur les questions raciales, donc qui s'appelle Kif Taras, et qui traite en partie des questions qu'on soulève aujourd'hui ensemble, le racisme anti-asiatique et du coup, par extension, tous les racismes, les discriminations qui peuvent interagir sur le territoire français notamment. Et donc oui, la question de la médiatisation, les questions de l'espace privé est très importante, parce que de par leur nature, les atteintes à la dignité, les atteintes physiques à l'intégrité des personnes, elles peuvent être objet de honte, objet de repli sur soi quand on en est victime. Et c'est quelque chose c'est quelque chose de très naturel et très spontané. Donc l'idée
sortir ces violences et de les porter dans l'espace public pour à la fois les faire exister, qu'elles soient comptées et qu'elles puissent faire l'objet donc de politiques publiques, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est de mener cette lutte, donc bien sûr à la fois au niveau interindividuel et au niveau collectif, pour qu'il y ait enfin en France un consensus sur la question et qu'on ne nous demande pas régulièrement est-ce que le racisme anti-asiatique existe ou est-ce que ces violences-là seraient considérées comme du racisme. Le procès de Zhang Shaolin a fait émerger pour la première fois dans l'espace légal, judiciaire, la question le caractère raciste des attaques. Avant, ça n'avait pas été retenu par la justice française. Donc, il a fallu une tragédie, la mort d'un homme, pour que ce caractère raciste, anti-asiatique, soit retenu. Donc, c'est quelque chose qui est très récent, puisque c'est 2018 la décision du tribunal. Et donc, on est encore dans une période où on est dans une sensibilisation d'expliquer, d'éducation sur la question anti-asiatique. Donc, c'est quelque chose de très récent et je pense que nous bénéficierions tous, nous, communautés asiatiques au général et toutes les communautés, et la France en particulier, de mener ce dialogue-là de manière vraiment constructive et avec les pouvoirs publics, parce que c'est ça qui fait que les choses changent aussi. Très bien. Merci, Grace. Kwang, tu voulais dire aussi quelques mots sur la façon dont parler de la Chine. J'imagine que c'est important aussi, cette représentation de la Chine, parce qu'au-delà du racisme anti-asiatique, il y a un vrai discours sinophobe en ce moment. Et Grace, j'imagine que tu nous le confirmes, ce discours sinophobe, la façon dont Donald Trump, par exemple, va parler de la Chine, du virus chinois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce que dit le gouvernement chinois, chacun ses opinions, mais il faut que les gens ils comprennent que la Chine, ce ne sont pas tous les Asiatiques, que la Chine ne sont pas non plus tous les Chinois, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il y a dans le discours médiatique français une confusion entre le gouvernement chinois et le peuple. C'est quelque chose qu'on dit souvent Pékin ou bien la Chine, les Chinois. C'est quelque chose qui est assez accepté. Or, s'il y a bien une chose que le peuple chinois n'a pas choisi, c'est bien ses dirigeants. Donc, la politique que mène le gouvernement chinois est aussi subie par les populations chinoises. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de ce qui se passe en Chine. Et la question de la responsabilité par rapport au Covid-19 est souvent mise sur la table quand on parle des pays de la Chine, mais aussi les pays alentours, puisque c'est des territoires où il y a eu une émergence plus tôt qu'en Europe. On parle moi, on m'a envoyé par exemple un titre d'article d'un think tank de juristes qui disait « Est-ce que la Chine peut être tenue responsable sur le plan du droit international pour le Covid-19 » Donc, c'est des réflexions qui ne sont pas des réflexions de complotistes dans le darknet. C'est quelque chose qu'un think tank dont la présidente d'honneur est Christine Lagarde publie sur son site. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et les personnes asiatiques, les personnes chinoises, mais peut-être les personnes asiatiques peuvent se sentir quelque part une sorte de responsabilité par rapport à ce qui se passe, alors qu'il n'en est évidemment rien. C'est quelque chose qui est très fort. Des autorités, par exemple, je pense aux États-Unis notamment, il y a eu le gouverneur de New York qui a annoncé en mars 2020, très tôt, donc après le début, très tôt, quand la crise a commencé aux États-Unis, qu'il n'y avait aucun lien de responsabilité entre les Américains d'origine asiatique et le Covid-19. Il a fallu qu'il le rappelle de manière publique pour que suite à 2 attaques qu'il y a eu à New York. Donc, ce n'est pas... Il faut un geste fort de nos autorités pour nous rappeler l'évidence. C'est quand même quelque chose qui nous paraît évident, nous. Enfin, moi, ça me paraît évident. Mais comme c'est quelque chose qui est rappelé par les médias et qu'on fait des liens, et parfois... le Canard enchaîné vient de publier « La Chine démasquée », où on fait un amalgame entre la politique expansionniste, impérialiste de la Chine au niveau économique et les effets du Covid-19. C'est évidemment quelque chose qui est en filigrane, donc le China bashing, ce qu'on appelle, le China bashing, il utilise aussi l'apport du Covid-19
pour venir, voilà, pour venir s'infiltrer dans nos esprits. Et évidemment, en France, quand on parle de China bashing, c'est toutes les personnes qui sont asiatiques. Donc, Julie parlait tout à l'heure du mot asiaticité. Évidemment, ce n'est pas que les personnes chinoises originaires de Wuhan qui en sont la cible. Ce serait quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir lire sur le visage d'une personne qu'elle vient de Wuhan. Donc, c'est toutes les personnes qui sont assignées à ce faciès qui rappelle donc l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est potentiellement. Donc, les personnes asiatiques vietnamiennes, cambodgiennes, chinoises, laotiennes peuvent en faire la cible et sont regroupées dans cette amalgame raciste des Chinois. Donc, c'est quelque chose qui est assez large, oui. J'imagine qu'au niveau des médias, il y a toute une déconstruction à faire, d'expliquer que toutes les personnes qui ont un faciès asiatique ne sont pas chinoises et quand bien même elles seraient chinoises, elles ne méritent pas d'être agressées. Enfin, le problème du racisme, c'est aussi l'essentialisation. C'est de dire que toutes les personnes sont pareilles, ont les mêmes caractéristiques. Moi, mon père m'avait raconté, par exemple, une petite anecdote qu'un Africain l'avait agressé verbalement dans la rue en disant « Toi, sale chinois, c'est à cause de toi que l'Afrique va mal. » Et en fait, mon père n'a rien à voir, il est vietnamien, etc. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème de mettre tout le monde dans le même sac. Et donc, Quang, tu avais donc quelques mots à dire sur ces Chinois qui souffrent finalement du gouvernement, eux aussi. Oui, en fait, je pense que pour sortir du China bashing, il faut donner la parole aux Chinois. Alors, en ce qui concerne la crise du coronavirus, au mois de février, je ne sais pas si vous suiviez les réseaux sociaux chinois, il y avait une grande indignation de la communauté chinoise et en Chine aussi. Et ça s'est traduit en France par des manifestations de ressortissants chinois à Paris. Donc, j'y suis allé pour voir en fait quel était leur discours. Et là, on s'aperçoit en fait que ce ne sont pas les Chinois qui sont les coupables de la pandémie. Ils sont avant tout les victimes. Moi, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il y avait un énorme mécontentement à l'époque sur la gestion du gouvernement à Wuhan. On parlait en fait, le terme qu'on m'avait expliqué, c'était que c'était comme un Tchernobyl chinois, où les autorités avaient caché toute information vis-à-vis de l'émergence de la pandémie en arrêtant des lanceurs d'alerte comme le docteur Li Wenliang, et ce qui a abouti à une mauvaise réponse. Et donc, je pense qu'il faut porter cette parole des Chinois qui critiquent leur gouvernement pour montrer en fait que les Chinois, ce sont des gens comme les autres, qui ne posent pas tous de la même façon, et que être chinois, ce n'est pas être d'accord avec son gouvernement. Et d'ailleurs, il faudrait aussi faire attention quand on critique le China bashing, parce qu'on pourrait faire aussi attention à ne pas à faire taire aussi ces paroles-là, à dire que toute critique de la Chine ou du Vietnam aussi, parce que ça pourrait nous arriver aussi, correspond à du racisme. Parce que quand j'ai parlé à ces étudiants chinois qui avaient manifesté, ils avaient pris de très gros risques. Cette manifestation-là a été autorisée par la préfecture de police à Paris, mais elle avait subi une mise en garde de la part de l'ambassade de Chine qui disait aux ressortissants chinois n'y allez pas parce que c'est une action antipatriotique. Et vraiment, les personnes à qui j'ai parlé avaient peur pour la famille, mais ils y sont quand même allés. Donc il faudrait encourager cette prise de parole, à la fois pour démystifier la chose et les amalgames, mais aussi pour humaniser en fait la parole chinoise. Les Chinois finalement sont des gens comme les autres. Merci beaucoup, Quang, c'était très intéressant. Grâce, un petit mot à ajouter sur le travail de médiatisation. Comment est-ce qu'on met en avant le racisme anti-asiatique au sein des médias? Oui, il y a eu depuis, la couverture médiatique du Covid-19 a révélé un traitement très biaisé de l'actualité. Donc, ça a pris différentes formes, mais tous les médias, on en parle. Enfin, ce n'est pas que des médias régionaux, il y a aussi nationalement, ça a été, on peut citer pêle-mêle la une du Courrier Picard en janvier, alerte jaune, et ensuite en édito, le retour du péril jaune, point d'interrogation. Il y a eu des sketchs sur Europe 1 de cet humoriste qui s'appelle… Canteloup. Pardon ? C'est pas Nicolas Canteloup, si ? Pardon, si, c'est Nicolas Canteloup. Donc sur Europe 1, l'une des premières
radio française qui a appelé, sous le ton de l'humour, mais voilà, ça cache mal le dessin, de dénoncer les personnes chinoises qu'il verrait dans la rue avec voilà, une association avec mettre des naines sur le trottoir, enfin bon, quelque chose de très gras et de très raciste. Voilà. Donc c'est quelque chose, en comptant voilà, Emmanuel Le Chypre sur BFM TV qui a, pendant la couverture d'une cérémonie mortuaire en Chine, dit au micro à son collègue, ils enterrent des Pokémon. Donc ça aussi, ça fait l'objet d'une réaction du public. Je pense que dans cette situation, mais dans toutes les situations, mais encore plus quand on est dans une situation de crise sanitaire, il est important de signaler ces unes, ces articles, ces titres qui alors, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a évidemment la manière assez spontanée des réseaux sociaux. Et ça a été fait par les activistes et par même tout un chacun. Je pense que c'est important de relayer. Je pense que voilà, on peut être d'accord que chaque like, chaque clic compte dans ce combat, parce que c'est un combat aussi. Je vais reprendre les mots de notre cher Premier ministre. C'est un combat idéologique, mais pas celui qu'il pense. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un combat idéologique. Il y a à montrer qu'il faut un consensus français sur la question du racisme anti-asiatique. Pour moi, il est là le combat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord, toutes et tous d'accord en tant que Français, en tant que Ching Chang Chong, c'est une insulte. Et que associer les personnes asiatiques à des articles sur le Covid-19 alors que ça se passe en France, c'est pas une bonne idée. Donc il y a l'iconographie, il y a les titres, il y a le traitement médiatique, il y a les mots qu'on utilise, tout cela est important et pèse sur les personnes asiatiques puisque voilà, on fait très vite le lien entre un sentiment où on pointe du doigt quelqu'un et des agressions. Donc le pas est vite franchi parce que là on parle de racisme aussi anti-asiatique d'une manière générale. Le racisme, c'est le fait de voir les personnes, les autres, de manière négative. Hein, donc. Et la différence par rapport au racisme anti-asiatique, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait que des stéréotypes positifs qui étaient mis en avant par rapport aux communautés. Donc la minorité modèle, ces immigrés et ces descendants d'immigrés qui s'intègrent bien, des résultats au bac pour les jeunes filles asiatiques qui seraient supérieurs à la moyenne nationale. Donc ça, c'est des choses qui sont souvent mises en avant pour dire regardez comment ils réussissent, regardez comment ces gens-là, on les aime bien en France. Donc, et aussi ça peut paraître comme des compliments et en réalité ce sont des compliments racistes puisqu'on continue à mettre les personnes asiatiques dans une case en leur attribuant des qualités. Enfin, personne ne naît avec la bosse des maths. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas génétique. Ouais, moi je suis nulle en maths. Travail. Voilà, non mais c'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi que le racisme c'est le fait de mettre des gens dans des cases. Et on l'a bien vu avec la crise sanitaire, un jour on est la minorité modèle et le lendemain on est potentiellement dangereux porteur de virus. Donc quand le racisme vous met dans des cases, c'est le racisme qui décide quand est-ce que ces cases changent de camp. Et là on a clairement changé de camp, c'est-à-dire que ces gentils asiatiques, ils sont invisibles, ils sont discrets, c'est passé à quelque chose de très violent et pour des personnes qui ne sont pas préparées, qui prennent le bus tous les jours pour aller à leur travail et qui se retrouvent sur leur ligne de bus à être victimes d'agression, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et tout ça, c'est lié à une perception dont nous ne sommes pas, évidemment pas, on ne contrôle pas. Donc c'est ça le racisme aussi, c'est qu'un jour, c'est quelque chose que nous subissons tout le temps. Voilà. Bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, il est très important de ne pas plaquer des stéréotypes, qu'ils soient positifs ou négatifs sur une personne. Positif, c'est-à-dire gentil, travailleur, silencieux ou pourvoyeur de coronavirus. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas mettre des étiquettes sur les autres. Et justement, ce que j'avais bien aimé, donc Thérèse, je vais te donner la parole, mais j'avais beaucoup aimé tes interventions pour lutter contre le racisme pendant la première vague de l'épidémie. Donc, toi, tu avais fait un effort, notamment sur Célébdo, il me semble, pour dire que voilà, en fait, la peur, tu la comprends. C'est-à-dire que tu n'es pas là à critiquer, ouais, les autres, c'est des racistes. En fait, tu as expliqué que la peur, elle est en nous. Personne n'est finalement
personne n'est à l'abri du racisme. Hein. Moi-même, je peux avoir des préjugés, toi, tu peux avoir des préjugés. Et c'est comme ça que tu as réussi finalement à faire un pont entre ce que tu vis et les autres. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait. Ouais, merci de me redonner la parole. En fait, effectivement, pendant la première vague du Covid, j'ai fait une espèce de parallèle entre après les attentats et comment dire, les réactions des populations, de la population française vis-à-vis des gens qui ressemblaient de près ou de loin à des Arabes. Et effectivement, moi, j'ai totalement avoué qu'à un moment, quand j'étais dans le métro après les attentats, ça m'arrivait d'avoir des pensées où je me mettais à flipper quand je voyais quelqu'un qui potentiellement pouvait ressembler à une personne arabe qui montait dans le métro. Et en fait, à ce moment-là, on a, et c'est ce que je disais dans cette vidéo, le choix. C'est-à-dire que le fait d'avoir peur, c'est une chose, parce qu'on a tous peur de mourir, en fait, c'est tout bête. Et aussi bien que vous, nous, on pouvait avoir peur après les attentats de façon inconsciente, hein, c'était pas du racisme, on avait juste peur de mourir, et du coup il y a notre cerveau qui fait des espèces de raccourcis bizarres, et ben les gens pouvaient aussi avoir peur des Asiatiques à l'arrivée du Covid. Donc ça c'est quelque chose d'humain, c'est une première chose. Après, maintenant comment dire, le Covid, on le connaît, toutes les populations sont touchées, et du coup, on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui se servent en fait justement de cette excuse pour être racistes, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que c'est pas du tout que les Asiatiques qui ont ça. Bien sûr. Voilà, et en fait, comment dire, par rapport à toute cette communication, ce que je voudrais dire, c'est que pour compléter effectivement et appuyer ce que disait Grace, c'est se rendre compte que on subit justement ce racisme aussi de la part de ce qui redescend de nos dirigeants. C'est un peu ce que je mettais en commentaire dans la conversation Zoom, c'est que des cons, il y en aura toujours, des gens racistes, il y en aura toujours, des gens perdus, il y en aura toujours. Mais ce qui est important de rappeler, c'est le lien entre ce qui se passe au niveau géopolitique, donc entre les différentes puissances et les différents gouvernants, et ce qui redescend quelque part, désolé d'utiliser le mot redescendre, mais aujourd'hui c'est tellement vertical les systèmes dans lesquels on vit que c'est le mot que j'utilise, mais ça redescend dans les médias et ensuite ça redescend dans la population. Si les gens aujourd'hui ont peur des Asiatiques, c'est parce qu'on a entendu Sarkozy nous dire qu'on était la communauté modèle, c'est parce qu'on entend Trump dire que le virus est chinois. C'est de eux que partent en fait les divisions. Et en fait, il faut se rendre compte que nos hommes politiques aujourd'hui, et femmes politiques parce qu'il y a des femmes aussi, cherchent à diviser les populations. Un jour, ça va être les Noirs contre les Arabes, contre les Chinois. Un jour, ça va être les gros contre les roux, contre les chauves. Peu importe, en fait. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de faire converger nos luttes et se rendre compte que ce qu'ont vécu nos sœurs et nos frères arabes sur d'autres sujets, nos frères et nos sœurs noirs sur d'autres sujets, nous, on les vit aussi aujourd'hui sur des sujets qui sont différents. Mais finalement, la mécanique, au fond, elle est la même. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et pareil, ça va être... les pauvres contre les riches aussi à un moment. Je veux dire, les Blancs ne sont pas écartés quelque part d'autres discriminations. Ce n'est pas du tout les mêmes, évidemment, on ne parle pas de racisme. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est quelle société, en fait, on a envie de construire pour plus tard. Et aujourd'hui, le travail, à mon sens, c'est de, certes, réagir à l'actualité. Aujourd'hui, c'est super qu'on puisse tous s'organiser et comment dire... organiser des tables rondes pour parler de ça et de réagir à l'actualité, mais c'est un travail de fond. C'est un travail de fond de travailler avec la jeunesse, d'aller dans les écoles et d'aller parler aux gens de toutes les couleurs et de se rendre compte que, en fait, nos combats sont les mêmes et ne pas se laisser faire vis-à-vis de la division, justement, politique que nos... En fait, diviser pour mieux régner, hein, c'est tout con, hein. Mais voilà. Et donc, à nous, aujourd'hui, de reprendre la communication aussi. Les mots sont importants. On a un pouvoir justement de communication sur nos communautés. Et moi, aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, grâce à des autrices, réalisatrices. Moi, aujourd'hui, je vais faire de la musique. C'est aussi pour montrer une autre image des Asiatiques et justement pour s'enlever nos étiquettes. Et voilà, et non, une Asiate, c'est pas toute sage. Voilà, une Asiate, c'est aussi une meuf avec des cheveux chelous, un os dans le pif, et qui a une grande gueule et qui répond aux gens dans la rue quand elle se fait insulter. Et c'est à nous-mêmes de
de se réapproprier notre image, même si évidemment, en fait, il y a deux choses. Ça se passe à la fois à l'extérieur de nous et aussi à l'intérieur de nous. Donc le système, on le subit un petit peu, mais du coup, à nous aussi de faire changer les choses. Et toutes les associations aujourd'hui le font. Et franchement, merci, bravo. Et continuons, à nous exprimer et avoir aussi une pluralité de voix. Tous les Asiatiques ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, dans ce groupe-là, il y a des gens qui sont de gauche, il y a des gens qui sont de droite, il y a des gens qui sont d'extrême gauche, il y a peut-être des gens qui sont d'extrême droite, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont totalement au centre, mais on a un combat commun, c'est justement la liberté d'expression et la pluralité des voix. Et donc, continuons à l'exploiter, etc. Bon, je vais m'arrêter parce que je peux être très, très longue sur ce genre de sujet. Non, mais en tout cas, c'est normal. Bravo, Thérèse. Enfin, continuons à réfléchir ensemble et à parler. C'est ça qui est important. Merci beaucoup Thérèse. Excusez-moi, je voudrais juste rebondir. Allô? Qui parle? Martial? C'est Martial. Ok, Martial, attends. Ouais, ça marche, vas-y. Oui, c'est pour rebondir ce qu'a dit Grassley à propos d'Emmanuel Chypre. Toujours les gens se justifient toujours en disant que c'est de l'humour. Alors, si on se rappelle bien ce qu'avait dit Emmanuel Chypre, il avait dit « Ah, mais je ne savais pas que le micro était ouvert ». Alors, on imagine ce qu'il peut dire quand les micros étaient fermés, hein, comme vous voyez bien. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours sur le compte de l'humour, comme Kev Adams, etc. Et dès qu'on réplique, on dit « Ouais, on n'a pas d'humour, etc. » Donc, ça va à un moment, quoi. Nous, on a autant d'humour que les autres. On est pour l'humour quand c'est intelligent, quand c'est novateur, mais pas quand ça ressort toujours les mêmes clichés éculés depuis 10 siècles. C'est ça que je voulais dire. Et pour ajouter à ce que vient de dire Thérèse, nous, par exemple, je fais de la pub pour notre association Asiagora. Quand nous, on s'est créé en 2013, la tu première peux monter un manif... petit peu la caméra, s'il te plaît, parce qu'on voit que ta bouche… Excuse-moi. Voilà, super. Merci. Oui, quand on s'est créé en 2013, tout de suite, notre première action, c'était de manifester avec toutes les associations contre des insultes racistes contre Christiane Taubira, qu'une l'UFN avait traité de singe. Donc, on n'est pas seulement ciblé dans le racisme anti-asiatique. Tous les racismes nous concernent, quoi. Voilà, pour rejoindre ce que dit Thérèse. Voilà, merci. Tu as bien raison. Nous, quand on défend finalement Martial, tu as raison, hein, quand on défend le racisme anti-asiatique, c'est pas qu'on est indifférent aux autres racismes, c'est juste que… Bien sûr, on n'est pas du tout communautaire. Voilà, on essaie de mettre en lumière une forme de racisme qui s'applique aux Asiatiques, voilà, les stéréotypes bienveillants, etc. etc. Donc, il y a une certaine forme, et c'est normal d'en parler, parce que si on ne s'exprime pas là-dessus, on ne sait pas qui d'autre le fera à notre place. Et c'est important que les Asiatiques parlent en leur nom, mais bien sûr que le racisme, on lutte contre le racisme en général, et on ne veut pas être nous-mêmes racistes. Et justement, j'aimerais juste aborder un dernier point, si on a le temps, sur l'éducation. Et ça, c'est une question que je pose à tous les intervenants ici, mais comment est-ce que vous comptez préparer vos enfants, vos petits-enfants à cette thématique? Est-ce que vous allez leur dire qu'à un moment donné, à cause de leur apparence physique, ils peuvent être confrontés à des réflexions? Par exemple, toi, Grace, comment est-ce que tu fais avec tes 3 enfants? Alors, j'ai pas besoin de leur dire en fait pour le racisme, ils sont déjà au courant. Donc, c'est hélas quelque chose en fait, il faut se dire que hélas, on ne peut pas protéger nos enfants de quelque chose que nous-mêmes ne pouvons pas. C'est pas quelque chose qui est de notre ressort ou de notre volonté, le racisme. Hein. Donc, on ne peut pas protéger nos enfants de ce fléau. Et évidemment, moi, j'éduque mes enfants d'une manière différente que mes parents m'ont éduqué, puisque mes parents n'avaient pas la maîtrise de la langue française. Ils n'ont pas aussi ils n'avaient pas non plus le temps et l'énergie pour s'y consacrer de la même manière que moi je le fais. Donc, je pense que le dialogue, encore une fois, est quelque chose d'assez fondamental dans tout ce qui est lutte contre les discriminations. Il faut, comme on dit, libérer la parole. Et ensuite, une fois qu'on a libéré cette parole, il faut faire quelque chose de cette parole. C'est-à-dire qu'une fois que ma petite fille ou mon fils m'ont dit que tel camarade avait dit quelque chose de raciste ou que la maîtresse avait dit quelque chose de raciste, il ne faut pas les laisser tout seuls avec ce racisme. Il faut voir comment est-ce qu'on peut mener ce dialogue aussi avec les camarades, le corps enseignant, le corps pédagogique ou administratif de l'école. Il y a beaucoup d'intervenants dans des écoles et nos enfants
ils sont exposés à plein de choses. Notamment, cette période de crise sanitaire, il y a eu des enfants dès la primaire à qui on a dit « je ne veux pas tenir la main parce que tu as le coronavirus ». Voilà, ils ne sont pas protégés. Même avant le Covid, déjà, la cour de récréation a été un endroit où et évidemment que la différence, tout le monde en a, c'est pas la question, le problème, on est tous différents. Le problème, il vient du traitement de la différence. Il y a des différences qui sont traitées de manière positive et d'autres différences qui sont traitées de manière négative. Donc, les gens qui disent oui, il y a des méchants partout, c'est pas la question des méchants. Il y aura toujours des méchants. Le racisme, c'est pas une question de méchant ou de gentil. Le racisme, c'est quelque chose de beaucoup plus qui a un lien avec la politique, l'histoire de nos nations. C'est pas juste quelque chose du bien ou du mal. C'est pas, voilà, on n'est pas à l'église là. Donc c'est quelque chose qu'il faut discuter avec nos enfants en disant voilà, être attentif à leur comportement. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dit? Parce que c'est pas des choses faciles à dire, même pour un enfant, même à ses parents. Voilà, quelque chose qui nous arrive de cette sorte, on n'a pas envie d'en parler. Donc rester attentif et ensuite une fois que c'est dit, mener ce dialogue-là qu'on aimerait avoir dans la société, mais avec nos enfants et avec nos proches, c'est-à-dire voilà ce qui s'est passé avec mon enfant, voilà, ce que vous avez dit est raciste, voilà, il faut qu'on en parle parce que je ne peux pas laisser mon enfant dans cette situation et qui développe un esprit critique par rapport à la question raciste, c'est-à-dire que oui, voilà, donc ça c'est raciste, une fois qu'on le sait et qu'on l'a analysé, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, perpétuer une analyse critique plutôt que des stéréotypes dans les cours d'école. Et évidemment, les adultes ont un rôle prépondérant là-dedans, que ce soit nous, les parents, et évidemment les maîtresses, la directrice, voilà, le personnel qui est généralement féminin dans les petites classes. Et il faut être à l'écoute et avoir ce dialogue vraiment de manière apaisée parce que ce n'est pas un dialogue qui doit être conflictuel. Il faut qu'on puisse en parler de manière sereine et mener à bout ce combat parce que ça continue d'affecter nos enfants et que ce n'est pas juste le temps qui va faire changer les choses, juste le fait de le mettre dans le privé, dans le public, ça ne change rien. Il sera partout le racisme. Voilà, donc je pense que pour les enfants, c'est une question de dialogue et de communication. Faire du dialogue. Merci beaucoup, Grace. Ouais, du dialogue, de la prévention. Juste une petite remarque, mais il y a peut-être un gap générationnel entre les générations précédentes qui sont arrivées en France et nous. Je pense que les générations précédentes n'étaient pas forcément conscientes ou ont vécu le racisme différemment parce que vraiment, elles étaient occupées à s'intégrer, à tout faire pour que la famille puisse survivre, que bien sûr, on ne pense pas forcément à ces problématiques. Et ces problématiques, elles se posent plus finalement à des personnes qui sont nées sur le territoire français, qui ont la citoyenneté française d'emblée et que l'on renvoie au caractère étranger. Donc ça, c'est très, très dur. Alors, oui, alors je voulais juste rappeler juste un truc par rapport aux premières générations. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de gens je lis souvent des gens dire que les premières générations ont courbé les chines, qu'ils ont fait un ascent, ils ont comme s'ils avaient consenti au racisme. Je pense que c'est faux. Je pense que mes parents ont subi du racisme. Bien sûr. Ils sont arrivés en 69 en France, ils ont subi du racisme. Et je ne pense pas qu'ils aient courbé les chines en aucun cas. Donc ça, je pense que c'est important de rappeler à nos générations présentes et futures à venir que nos parents n'ont nullement n'ont pas tendu la joue face au racisme. La prise de parole qui se fait aujourd'hui, elle se fait parce que justement nos parents nous ont donné les moyens de le faire, et que la France est aussi notre pays, mais enfin, comme d'autres de nos racines. Donc ça, c'est aussi une idée très importante à mener, je pense que de concert avec tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est de ne pas oublier d'où on vient et de ce que nos aînés ont fait pour nous. Et je pense que sur la question du racisme, on ne réagit pas de la même manière parce que nos parcours, nos vies, mais en aucun cas, les premières générations n'ont été plus dociles ou voilà, c'est quelque chose qui est récurrent, comme si on avait inventé l'eau chaude aujourd'hui. Évidemment que non, que les personnes qui sont arrivées en France avec très peu et qui ont dû tout reconstruire, c'est elles qui ont subi le racisme de plein fouet et qui ont surmonté ce racisme-là. Et qu'aujourd'hui, on bénéficie du fruit de ce travail. Et on peut justement aller en médias dire si, ça, parce qu'on est les héritiers de ce combat-là. Oui, tout à fait. Je suis d'accord qu'il ne faut vraiment pas opposer les générations
et expliquer qu'il y a un vécu différent. J'aimerais passer la parole à Jacques. Maintenant, Jacques, tu avais quelques remarques à faire concernant l'éducation. Attends, Jacques, je t'en prie. Alors, Jacques, on va te réactiver le micro parce qu'on ne t'entend pas. Voilà, c'est bon. C'est parti. Je recommence. Encore une fois, on n'est pas tout seul. On est la nouvelle génération. La génération qui va suivre va être, je vous le dis tout de suite, va être meilleure que nous. La génération d'après va être encore meilleure, plus meilleure. Ce qu'on fait, nous, à l'heure actuelle, c'est qu'on est solidaire, on s'informe, on communique, on dit, voilà, il se passe ceci, il se passe cela. On fait ce qu'on peut pour élever nos enfants. Nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient pour nous élever, nous. À nous aujourd'hui d'utiliser les outils pour pouvoir remonter auprès de la direction d'une école s'il se passe quelque chose à l'école. À la maison, il se passe à la maison. Encore une fois, on n'est pas tout seul à éduquer nos enfants. Une famille fait ce qu'elle peut. Il y a l'école. L'école ne peut pas tout faire. Elle fait ce qu'elle peut. Quand l'école ne peut pas tout faire, il y a aussi la municipalité, une ville qui peut aussi protéger l'école. Et quand ce n'est pas une ville qui peut protéger l'école, c'est la nation qui doit mettre en place les outils pour protéger tout ça. Nous, à notre niveau, on fait ce qu'on peut avec nos enfants. La direction de l'école doit pouvoir faire ce qu'elle peut aussi. Ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, l'idée principale, c'est que on doit mettre en place tous les outils pour que justement tout le monde puisse être au courant des phénomènes qui se passent et afin que nos enfants, in fine, soient protégés et puissent continuer à avoir une éducation dans un bon cadre. Merci beaucoup. Très bien. Ouais, alors là, je suis en train de lire pas mal de messages. Enfin, je tiens à préciser quand même que c'est important de pas s'inscrire dans un cycle de la haine, notamment. Enfin, je lis beaucoup de messages sur les Noirs et les Maghrébins. Effectivement, le message sur Twitter du raciste, il appelait les Noirs et les Maghrébins à s'en prendre à des Asiatiques. Mais encore une fois, tout comme il ne faut pas mettre les Asiatiques dans le même sac, il ne faut pas mettre ni les Noirs ni les Maghrébins dans le même sac. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Bien sûr, il peut y avoir des personnes qui se disent « Ah oui, bah oui, on est dans une guerre interraciale, il ne faut pas du tout être dans cette dynamique-là parce que c'est très grave. Commencer à haïr des personnes pour leur ethnie ou à les détester en disant « Bah oui, bah, ils sont jaloux de nous », c'est jouer le jeu de ce que l'on critique. Voilà, c'est juste… je souhaitais juste le préciser. Je crois que Thérèse, ouais. Thérèse et Thomas veulent… Thomas, oui, Thomas, ça fait longtemps que tu n'as pas pris la parole, donc vas-y, je t'en prie. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit et notamment ce qu'a dit Linlan par rapport à ça. C'est vraiment le message qu'on porte, c'est vraiment un message positif. On souhaite qu'il soit dans la lutte et la prévention contre le racisme anti-asiatique et surtout ne pas rentrer dans ce jeu nous-mêmes de racisme ou de préjugés à l'encontre d'autres communautés. Et c'est ce qu'on a pu voir en fait comme commentaires sous les posts que nous on a pu poster. Donc il y avait vraiment beaucoup de réactions par rapport à ça et encore une fois c'est un message que je souhaite transmettre aujourd'hui. Pour rebondir par rapport à ce que disait Grassley ou Thérèse, moi j'espère en tout cas que cette conscience est aujourd'hui réveillée et qu'on ne se pose plus la question de est-ce que le racisme anti-asiatique existe ou pas. Et j'espère que ça sera assez clair à travers toutes les interventions médiatiques et toutes ces différents épisodes depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Et qu'on puisse vraiment maintenant passer, entre guillemets, à l'action. Et pour rebondir sur ce que disait Thérèse, je crois, c'est vrai que du coup, avec tous ces phénomènes, on subit. On a longtemps subi, on a toujours été dans la réaction de ce qui se passait, mais même toujours, même par rapport à cet appel à la haine, on a dû réagir, on subit et on a dû réagir face à ça. Et c'est pourquoi on souhaite vraiment, du coup, maintenant tourner la page, enfin je l'espère bien, et devenir aussi acteur et porter nous-mêmes le message et ne plus simplement réagir lorsqu'il y a des événements ou des phénomènes qui seraient haineux à notre rencontre et déjà prendre la parole, déjà permettre de déconstruire tous ces clichés, tous ces préjugés
ou toutes ces idées reçues qu'on peut avoir, que ce soit sur les Chinois ou les Asiatiques de manière générale. Et je pense que c'est un travail que Grassley et Thérèse mènent déjà depuis longtemps et de manière continue. Donc, je les salue et je les remercie pour ça. Et nous, à la JCF également, bon, c'est encore un projet interne, mais on souhaite aussi mettre en place un média, que ce soit des vidéos sur YouTube ou d'autres formats, pour vraiment nous prendre la parole en amont et ne plus simplement être dans cette réaction subie. Porter nous-mêmes un discours qui sera peut-être entendu par les médias, par des personnalités qui sont médiatisées ou qui ont une influence, pour déconstruire tous ces clichés, pour amener une autre image, pour parler d'autre chose et ne plus être dans cette position passive et qui subit. Donc, c'était un peu ma petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Et voilà, merci. Merci beaucoup Thomas. Thérèse, tu souhaitais rebondir sur ce qu'a dit Thomas? Non, j'ai juste utilisé la réaction j'applaudis. Ça ne voulait pas dire je veux parler, mais je suis d'accord avec ce qu'il disait. Et ouais, on est aussi responsable de notre futur. Donc allons-y. Allons-y. Arrêtons de regarder en arrière, en fait. Regardons vraiment devant, quoi. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est... Moi, je n'ai pas d'enfant personnellement aujourd'hui, mais je veux bien m'occuper des vôtres. Ça marche. Est-ce que d'autres personnes souhaitaient prendre la parole parmi les invités? Son, je crois. Alors oui, je voulais aussi intervenir et j'avais demandé la parole à tout à l'heure, notamment sur l'aspect générationnel, puisque je pense, je suis le cadet dans cette réunion. Enfin, je ne sais pas s'il y a plus jeunes que moi, mais en tout cas, j'aimerais aussi porter la parole des jeunes. Comme vous le savez, on avait parlé de l'aspect générationnel. Il faut aussi changer les mentalités, car il y a aussi de grandes différences entre les deux générations. Par exemple, dans la génération précédente, les anciennes générations, j'entends, on se définit d'abord comme vietnamien ou d'abord comme chinois. Mais le problème, c'est que quand on divise et on fractionne la communauté asiatique, même la communauté humaine, soyons plus larges, en catégories, on oublie le combat, le sens de notre combat. Notre combat doit rester universaliste. Donc, pour prendre l'exemple des élections américaines, puisque comme vous l'avez remarqué, hier, la question de l'antiracisme a été au cœur des élections américaines entre Biden et Trump. J'ai été effaré quand je vois qu'énormément de personnes vietnamiennes d'un certain âge ont voté massivement pour Trump en disant « Oui, mais de toute façon, Trump, il dit le virus chinois, il attaque la Chine, donc nous, ça ne nous concerne pas. » Mais quand Trump parle du virus chinois, malheureusement, comme les gens qui font l'amalgame chinois-coronavirus n'ont pas l'esprit de nuance, ils disent que tous les Asiatiques sont des Chinois et du coup, les Vietnamiens qui croient bien faire en s'attaquant aux communistes chinois, en fait, s'attaquent eux-mêmes, puisque en soutenant Trump, ils soutiennent les discriminations qui sont faites à leur rencontre. Donc, n'oubliez pas, la nouvelle génération doit aussi avoir en tête qu'elle est d'abord asiatique, et je veux dire même d'abord humaine, avant d'être ceci, avant d'être vietnamien, avant d'être chinois. Entre vous, moi, je suis vietnamien, mon avocat, notre communauté, il y avait des juifs qui m'ont aidé, il y avait des musulmans. Là, je salue aussi Maître Kaltoum Gashi, qui est musulmane. Je salue, et française, bien sûr. Je salue aussi Maître Karine Altman, qui malheureusement n'a pas pu parler. Et, je suis désolé, je voulais vous dire. On ne t'entend pas très bien. Pour dire qu'elle n'a pas pu être là à cause d'un qui est juif. Donc voilà, le combat antiraciste doit toujours être universaliste. Je pense que c'est important que chacun choisisse de se définir. Tout le monde ne fait pas le même chemin. Hein. Il y en a qui peuvent se sentir plus français, plus vietnamien, plus chinois. En fait, je pense que c'est à la discrétion de chacun et selon le parcours que l'on a. Pour parler de prévention et d'éducation, Jacques, tu voulais nous mentionner des supports qui sont disponibles dans les écoles ou qui seront disponibles dans les écoles? C'est ça. L'idée que je voulais parler tout à l'heure et que j'avais totalement oublié de mentionner, c'est qu'il y a des associations, pas la mienne, mais d'autres, comme la JCF, qui proposent des programmes à l'école.
pas que pour les Asiatiques, mais pour les non-Asiatiques aussi, et qui permettent de faire plus de pédagogie, de compléter l'éducation qui est à la maison que les parents essayent de faire au maximum, et avec des intervenants qui ont souvent les épaules bien solides pour pouvoir faire des interventions dans les collèges, et dans les primaires et dans les lycées. Il y en a déjà eu beaucoup. Je pense que la JCF sera le mieux placé pour en parler. Une idée que je dis beaucoup aussi pour les écoles, c'est que à la cantine, elle est très bonne la cantine. Mais ça peut être aussi très bien qu'à la cantine, il puisse y avoir aussi du couscous, des taïdirs, des taomien, tout ça, etc. Pour que justement les enfants, quand ils partagent ce moment de convivialité à l'école, surtout qu'on est en France, donc la culture culinaire, on s'y connaît, puissent échanger en disant « mais tu manges ça tous les jours, tu manges du riz tous les jours à la maison, mais ce riz-là, il est trop bon, mais non, le mien, celui de ma mère, il est meilleur ». Avec cet échange culturel qui se passe en mode déjeuner, déjà rien qu'au niveau de l'estomac, ça passe beaucoup. Très bien. Merci Jacques. Je vais passer la parole à Laetitia qui pourra nous parler de ces supports. Donc. Oui, merci Linlan, merci Jacques. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, sauf sur le fait que la cantine, c'est très bon. Moi, personnellement, je préférais manger chez mes parents. Moi, j'ai des bangkun à la cantine de France Télévisions et franchement, c'est… Ah oui, non, bah, ça doit être des des bangkun, mais moi, je ne peux pas. Ouais. Oui, du coup, non, juste pour revenir sur cette question de l'éducation, merci Jacques de l'avoir mentionné. Oui, c'est un peu ce dont nous parlait Thomas, c'est qu'à la JCF, bon, on a une optique. C'est que bon, on réagit, bien entendu, quand des choses se produisent, mais de l'autre côté, on essaye aussi de construire. Donc, on veut en fait agir en amont et en aval. Donc, en aval, quand des faits se produisent, des appels à la violence, des agressions, etc. Mais on croit beaucoup, on ne fait pas que croire, hein, parce que en fait, c'est le cas, à la force de l'éducation. Qu'il faut éduquer, que tout ça, et c'est ce dont nous parle très bien Thérèse, c'est que les préjugés, le racisme, etc., ce sont des sentiments qui naissent malheureusement naturellement en l'homme et qui sont dus à la peur, à l'incompréhension, etc. Voilà pourquoi est-ce qu'on travaille beaucoup dans les écoles, qu'on a déjà le pôle mémoire dont s'occupe majoritairement Daniel Tran, que beaucoup connaissent ici, ancien président de la JCF, et on est en train de monter un pôle éducation, donc qui vise justement à faire un travail éducatif de prévention dans les écoles avec les jeunes publics, parce que malheureusement, on est tous passés par là. On sait que les préjugés, etc., ça se nourrit dès le plus jeune âge, malheureusement. Donc, on travaille dans les écoles auprès des élèves, des jeunes collégiens et lycéens, pour leur apprendre justement, pour leur expliquer que parfois des idées qu'ils peuvent nourrir à travers les réseaux sociaux et même parfois dans leur famille, etc., sont le fruit de préjugés. Et que justement, ils en sont victimes eux-mêmes et qu'ils en sont parfois aussi les auteurs sans s'en rendre compte. Et donc, on essaye vraiment de les guider dans ce sens-là. Après, je pense également au projet qu'on est en train, sur lequel on est avec Grassley, ici présente. Et donc, on va travailler ensemble pour un projet éducatif dans un collège du 13e. Donc, voilà, on a ce genre de perspectives qui sont très prometteuses, qui sont peut-être moins visibles aux yeux du grand public, parce que c'est du travail de fond, j'ai envie de dire. C'est du travail sur le moyen, sur le long terme, parce que les jeunes qui sont aujourd'hui dans le collège, ce seront les adultes de demain qui construiront ce pays, et que donc si eux-mêmes déjà dès le plus jeune âge ont moins de préjugés dans la tête, les choses dans le futur seront amenées à mieux se passer. Très bien. Merci beaucoup Laetitia. Merci Grace, tu vas partir, donc est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion concernant tous nos échanges? Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'avoir participé à ce webinaire avec vous. Je pense que c'est très important d'avoir ces conversations entre nous et de mener ces réflexions ensemble pour que qu'on fasse à la fois de la prévention et que ce devienne incontournable en fait dans la question médiatique, sociale française, de ne pas négliger toutes les composantes de la société et dont nous faisons partie. Donc, c'est quelque chose qui
qui doit voilà, faire son chemin. Et avec l'aide de nos premières générations et de nos enfants, je pense que moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à aujourd'hui. Je pense que nous vivons un moment historique sur plein de plans. Et que du coup, ce genre de webinaire pose une pierre à l'édifice. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Grace. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plus de débats que de questions. Donc, éventuellement, Bakan, je pense qu'on peut conclure ce webinaire-là. Est-ce que tu veux conclure et puis je dirai un petit mot après? Bien sûr. Je voulais remercier déjà toutes les personnes, je ne sais pas combien on est, 64. Allez, je voulais remercier toutes les personnes. Une centaine. Une centaine? Non. Super. C'est les chiffres de la police. C'est peut-être ça. 63 exactement. 63 exactement, mais il y a d'autres personnes qui nous écoutent. Encore une fois, je suis contente qu'on soit tous réunis aujourd'hui. Le thème, il est malheureux, hein, mais je suis contente qu'on soit plusieurs collectifs et associations transasiatiques à pouvoir discuter ensemble et à pouvoir, au-delà de faire un constat des malheurs qui nous arrivent et qui arrivent à nos pairs, de pouvoir proposer des solutions, de voir qu'il y a des associations qui travaillent d'arrache-pied et qui consacrent beaucoup de temps personnel pour aider les victimes de racisme qui sont dans la détresse. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je pense que voilà, des webinaires comme ceci, effectivement, Grace, tu l'as dit, c'est super important pour, comme tu dis, poser une pierre à l'édifice et pour faire passer vraiment un message de vivre ensemble. Parce qu'encore une fois, voilà, on lutte contre le racisme anti-asiatique, mais on est contre toute forme, bien sûr, de discrimination, de racisme. Merci à tous. Merci. Je dirais un petit mot pour conclure. Donc, au nom du LCFD, je suis président, je suis vraiment très heureux de vous écouter, surtout une deuxième génération extrêmement dynamique et brillante qui travaille sur un thème très important pour nous, pour nos sociétés, pour nous qui vivons en France, pour nos enfants aussi, pour l'avenir. Et je constate que vous avez échangé, vraiment, vous avez beaucoup réfléchi, échangé et surtout établi des perspectives, une réflexion approfondie sur les perspectives et stratégies dans le domaine de l'éducation, de la communication, de comment s'organiser. Vous avez aussi parlé beaucoup aujourd'hui techniques, les procédures, les outils pour accompagner les personnes qui subissent donc le racisme et parler aussi comment se manifeste le racisme. C'est pas au premier degré, mais à des niveaux de degrés. Donc, je pense que toutes ces informations-là doivent être, à mon avis, doivent bénéficier toutes les communautés asiatiques, mais pas nécessairement asiatiques, mais toutes les communautés qui subissent le racisme en France. Donc, je me demande si ces informations-là ne doivent pas être partagées aussi sur une plateforme commune. C'est une suggestion que vous pourrez réfléchir et de mettre en place pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, nous sommes nombreux aujourd'hui à participer et surtout de la part de la nouvelle génération dont je suis extrêmement fier et honoré de vous accueillir aujourd'hui. Merci encore pour votre participation et bon travail pour la suite. Bonne chance. Au revoir. Merci Bakan. Merci à tous.